Tu verras, il n'y a pas forcément d'intro, quoi. Chatter. On va chatter. Donc voilà, comme on l'a toujours fait. Déjà, merci de venir dans ce podcast. C'est un peu, pour ceux qui ne le savent pas, tu es un peu mon premier boss et mon dernier boss. Et donc, je trouvais l'angle déjà intéressant de se dire, on se retrouve, je sais pas, 10 ans plus tard. Et quand on s'est vu, c'était quoi la première fois? Peut-être ça faisait, je crois que Stanley à l'époque faisait 14 millions de chiffre d'affaires. C'était vraiment au tout début. Ouais. Rappelle-toi, même la première fois qu'on s'était vu, j'étais d'abord client Stanley Stella, c'était encore toi qui faisais... Tu étais étudiant surtout. Ouais, j'étais étudiant et c'était encore toi qui faisais les présentations produits. Ouais. Je sais pas si c'était... 14 millions, si je ne le faisais pas, alors il faut que je change de métier. Ouais, quand même, clairement. Donc, mais c'est ça qui est intéressant de voir l'évolution. Aujourd'hui, Stanley Stella, en termes de chiffres, pour qu'on ait une idée, tu es à combien aujourd'hui en CA? 225. 225. Avec US? Ouais. Avec US, ok. Première année US, oui. Ok. Et vous avez fait combien aux US cette première année? Dollars, 35 millions de dollars. Ok. Et les ambitions pour les US, c'est quoi? Là, il n'y a pas de... Il faut d'abord se faire accepter, hein, c'est ça. Ouais. Hein, donc, il faut avoir un business model et un produit qui intéresse un petit peu les Américains. Ouais. Et puis, si on fait ça correctement, tout dépend un peu du métier que l'on réalise, mais le nôtre, on est dans un marché très, très mature, avec des très grands concurrents, donc des tailles de 4 milliards, 5 milliards de dollars, donc c'est quand même assez costaud. C'était quand même dans le pays du merchandising, on va dire. Voilà. Et le service. Énormément. Le service est beaucoup plus élevé. Il y a déjà une différence entre l'Europe et l'Angleterre. L'Angleterre est déjà beaucoup plus service-minded, mais les États-Unis le sont encore un peu plus. Donc, pour donner un exemple, certains clients nous ont contactés, ont été voir nos stocks et les stocks qui étaient chez les distributeurs. Ils m'ont dit, avec ça ne va pas y aller. Ok. Ils t'ont dit direct, non, ça ne va pas. Parce que, bon, ils comprennent aussi, ils ne comprennent pas. C'est la première année, on ne va pas les mettre déjà qu'on a tapé fort haut sur certains modèles. Ouais. Parce qu'on s'est dit, OK, c'est des fast runners, si on a une opportunité, on la prend. Et tout de suite, ils ont dit, non, ça ne va pas fonctionner. Genre, il n'y a pas assez, quoi. Ils sont très sharp au niveau des covenants. Hein. Ouais. Mais on en reviendra, donc peut-être, est-ce que tu peux commencer par expliquer un peu la genèse, comment tout a commencé? Je sais qu'avant Stanley Stella, il y avait BNC, et avant BNC, je sais qu'on avait un point commun. Quand tu as commencé, on a tous les deux commencé à l'UNIF, bon, avec quelques années d'écart, et tu as mieux réussi dans ton industrie. Moi, je suis parti ailleurs avec Nemesis. Mais est-ce que tu peux peut-être revenir sur comment a commencé, et peut-être le point pivot où tu t'es dit, il faut que j'entreprenne, il faut que je le fasse moi? Parce que c'est toujours intéressant quand on parle avec plein de CEO, ou en tout cas plein d'entrepreneurs, il y a toujours un moment où quand tu te lances, tu te dis, c'est un peu un mélange, tu vois, d'ego, un mélange de je peux faire moi. Mais quel a été le point de bascule? Tu te dis, je vais faire, je sais, il y a la fameuse histoire où tu as acheté un container, je crois, de Fruit of the Loom, tu as enlevé toutes les étiquettes. Mais est-ce que tu peux revenir à peut-être le moment où tu t'es dit, je vais le faire moi-même, en fait? Je dirais que pour moi, personnellement, l'entrepreneuriat, on l'a ou on l'a pas. Ouais. Ensuite, ça dépend de la vitesse qu'on veut le faire développer, quel est le plan d'affaires ou pas. Donc moi, j'ai baigné dans une famille, mon père était entrepreneur. Voilà, donc la vision du business est différente en tant qu'entrepreneur. Et ce que l'on comprend, il y a des personnes qui vont voir, il peut y avoir un problème. Et moi, je dis non, il peut y avoir que des opportunités. Ouais, exactement. Donc j'ai une aversion totalement au niveau du risque. Ouais. Un peu trop peut-être. C'est ce qui fait peut-être la force et peut-être des fois la faiblesse. Donc moi j'ai fait des études universitaires et je n'étais pas bon étudiant, donc j'étais beaucoup plus en dehors des cours que pendant les cours. Je savais où je devais m'asseoir à côté de la personne pour avoir les notes. C'est pareil. À la fin, on ne voulait plus me donner les notes, parce qu'on se disait, ouais, on connaît ton jeu, tu vois, après 3e année ou en master, il y avait des mémos qui passaient en mode, donnez pas les notes à Sydney. Parce que, je sais pas pour toi si c'était pareil, mais voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir une capacité de synthèse, savoir où se trouve l'information et avoir la bonne information synthétique. Donc déjà, il y avait un développement assez naturel de se concentrer sur les choses essentielles. Non, j'ai participé à beaucoup d'organisations extra-étudiantines, je me suis investi beaucoup là-dedans. Bon, quand même, à la fin, j'ai réussi, mais c'était pas des plus brillants. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, il était déjà présent. Je me rappelle, avec un ami, il y avait les 24 heures vélo.
Et on s'était dit, ben voilà, on va vendre des casquettes et on va vendre des bandeaux lumineux. Ouais. On avait acheté je ne sais combien de casquettes et de bandeaux lumineux, donc un peu foufou comme ça. Ouais. On les a vendus, c'était très compliqué à la fin de pouvoir vendre tout ça, mais ça a été... Donc voilà, donc je crois que c'est là que ça démarre. Ensuite, moi, j'ai plongé dans la grande distribution. À l'époque, c'était GB et OBM. Et je dirais que là, j'ai pris un coup sur la tête, parce que je me suis retrouvé dans un environnement qui était quand même très, très, très syndicaliste, énormément. J'ai eu une grève, donc ça marque quand même, hein, il ne faut pas croire. Il y a des gens qui passent à côté de toi et qui disent, toi, Chabert, ta tête, elle va tomber. Ouais. On est jeune, hein, on ne se rend pas compte. T'avais quel âge quand ça s'est arrivé? 26. Ah ouais, quand même. 26, très jeune. donc ça marque quand même un peu. Et puis faire progresser les choses avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes objectifs. Ouais. Donc ces frictions importantes qui se sont générées, qui n'étaient pas tout à fait dans mon caractère. Et donc j'ai dû un peu me plier à cette organisation. Bon, GB n'était pas l'entreprise la plus organisée, la plus performante, la plus orientée client, etc. Très, très, très syndicalisée. Et vous faisiez quoi à l'époque? Déjà du On t-shirt? rentrait dans une filière de vente, Ok. une filière de produits. Moi, je suis rentré dans une filière de vente. On avait normalement 18 mois de stage. Ok. Moi, après 5 mois, on m'a balancé dans une responsabilité d'assistant gérant. Ok. C'est les échelons. Ok. D'un nouveau concept de magasin. Ok. Qui était en phase test. Ouais. Et donc, ce que je ne les ai plus, hein, puisque s'ils m'ont tout de suite dit après 5 mois, on y va, alors que normalement c'est 18 mois, c'est que je pense que mes résultats étaient bons. Ouais. Et puis on apprend tout sur le tas, puisque la formation est catastrophique là-bas. Pour donner un exemple, dans un magasin, il n'y a pas un seul endroit pour s'asseoir. Ok. On sait très bien que c'est important, la superficie commerciale, mais de temps en temps, moi je me rappelle, j'avais 80 personnes en dessous de moi. Ouais. Blanc-bec de 26 ans, 27 ans, ayant une formation de 5 mois. Ouais. Je veux bien on peut être brillant ou on peut prendre des shortcuts, mais il y a un minimum quand même à avoir. On posait une question sur des domaines que je ne savais pas. Donc voilà, donc c'était un choc assez important et j'ai essayé de le faire évoluer à ma manière, mes petits doigts et ma petite tête et mes petites jambes. Et puis, j'ai donné une fois ma démission, puis 2 fois ma démission. À la 3e, on me dit, bon, maintenant, je pars. Ouais. Tu l'as donné, on disait, mais non, arrête. Je suis monté à la direction. J'ai commencé à expliquer ce qui se passait. Ils m'ont tous écouté. Puis, ils ont voulu me proposer un autre job. Et j'ai dit, non, je crois que la culture ne correspond pas. Voilà. Et comme, durant les études universitaires, j'ai vendu déjà du textile, et je me dis, c'était sympa, je vais me replonger là-dedans. Voilà. On a un petit peu le schéma, et puis... créer une première société, et puis voilà, ça s'est développé comme ça. Ok. Et donc là, tu crées cette première société. Est-ce que c'était déjà BNC ou c'était une autre intermédiaire avec Cotton Au Group? départ, je suis parti sur ce que j'avais vécu au niveau des universités, donc c'était assez facile. La rue des Blanchefoy, Louvain-la-Neuve, il y a je ne sais combien de quotas projets. Je sonnais un premier quota projet, je sonnais un deuxième. Il y a toujours toujours quelqu'un. Un groupe qui veut avoir des t-shirts, donc c'était un public vraiment fantastique. Surtout qu'on signait le bon de commande en buvant une bière, une deuxième bière, une troisième bière, enfin bon voilà, donc c'était pas trop compliqué, il fallait être assez manchot pour ne pas pouvoir réussir. Donc c'était assez sympa, et comme ça a bien réussi, je dis ben voilà, je vais me développer sur les écoles et les universités, pas seulement Louvain-la-Neuve, l'ULB et d'autres universités. Et donc ça a bien démarré, ça a démarré assez rapidement, et très rapidement, j'ai rencontré un problème majeur, c'est-à-dire que je n'avais pas la possibilité de me fournir du textile. En définitive, ce sont les périodes tout au début où les produits n'étaient pas disponibles. Un jour, on achetait du rouge. 2 mois après, on retournait, on disait, tiens, je peux avoir le même rouge, il était rouge pâle. Ou alors, un jour, on dit, bah, voilà, j'ai passé une commande, je voudrais bien avoir 100 XL. Non, vous devez prendre des médiums, des small, des larges, des XL, en format 1, 2, 2, 1. Mais attends, ça veut dire que quand tu as commencé à vendre et faire ta tournée, tu n'avais pas encore forcément de produit? Non, c'est après tu t'es démerdé, tu as vendu, et après tu t'es dit... On s'est fourni dans la place de Bruxelles, et à Anvers un peu.
Mais c'était des gens qui faisaient de l'importation de temps en temps de conteneurs avec beaucoup de Et tu produits faisais tout. différents. Et Ouais. puis voilà, un jour il y avait ça, le lendemain il n'y avait pas ça, etc. Donc Ok. c'était très très complexe. Mhm. Et puis là, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire. J'ai une facilité, si je peux m'exprimer, pour vendre, mais j'ai Ouais. très difficile pour m'approvisionner. Donc j'ai commencé à chercher, de voir un peu comment est-ce que je pourrais trouver de fournisseurs fiables. Mhm. Et je ne sais pas comment, j'ai appris que Fruit of the Loom revenait en Europe. Ok. Et Fruit of the Loom, à l'époque, était une marque assez connue, Ouais, c'était hyper connu. ouais, Ouais. hyper connue. Maintenant, les jeunes ont tous Ouais. oublié, Personne ne connaît ça, mais voilà, le personne ne fameux, connaît. la corbeille de fruits, là, Voilà, etc. corbeille de là. fruits, voilà, tout à fait. Et là, c'était du temps du Minitel. Donc, je contacte ma sœur en France. Je dis, écoute, je cherche Fruit of the Loom. Est-ce que tu peux taper sur Et ton Internet à Minitel? Il n'y a l'époque. pas Hein. d'Internet. Le premier Internet, c'était le Minitel pour les jeunes qui nous écoutent. Donc, il n'y en avait pas en Belgique Ouais. déjà. Bon. Et là, chance pour moi, Il y avait elle me un... dit Fruit of the Loom, Paris. Oh là là. Moi, je me rappelle le jour que j'ai eu l'information. J'étais tout seul dans mon bureau, parce qu'au Ok. début, on est tout seul. Ouais. Et je marchais et je criais. Et tu te disais, c'est bon, je vais exploser. J'ai quelque chose. Ouais. Donc, vraiment incroyable, quoi. Il n'y a rien de spectaculaire. Mais Ouais, enfin, ouais. pour moi, c'était une libération. Je me dis, tiens, il y a peut-être une possibilité. Donc, évidemment, le lendemain, hop, j'ai pris contact. J'ai été voir les différents dirigeants. C'était des Français. Et effectivement, ils venaient sur le Ouvrier, marché ouais. européen. Ok. C'était la filiale française. Et j'ai dit, ben voilà, moi, j'aimerais bien vendre vos produits, etc., etc. Et ils m'ont dit, oui, oui, très, très bien. Faut juste régler quelques formalités et dont, voilà, je voudrais bien prendre contact avec votre banquier. Je dis, oui, pas de problème, il n'y a aucun souci. Bon, évidemment, 30 secondes après, je prends mon téléphone, je téléphone au banquier. Je lui dis, écoute, Léopold, parce que Tu le je le connaissais quand connaissais même? de mon père. Je lui dis, écoute, on va te contacter. Tu dis Tu dis vraiment oui, des belles oui. choses sur moi. Tu dis oui à tout. Oui. Donc voilà, donc il a fait ce qu'il fallait faire, bien répondre, et ce qui est impossible maintenant. Et donc j'ai passé mon premier camion, 12 palettes ou 14 palettes, sans aucune ligne de crédit, Ouais. sur un coup de téléphone que le À la fournisseur Fruit of the confiance, Loom. où le banquier a dit t'inquiète. C'est-à-dire Fruit of the Loom venait, c'était les envahisseurs, Ouais. donc c'était des parts de marché, donc ils étaient prêts à prendre des risques. Ouais. Ils Et disaient le on s'en fout, deuxième on y va. élément, c'est que les prix étaient beaucoup plus élevés. Donc, en fait, admettons que le cost of goods, c'est, on va dire, 30 €, Ouais. ils le vendaient à 90 €. Alors que le prix normal aurait dû être peut-être 45 € et prendre 15 € sur 30 €. Ouais. Donc, ils pouvaient prendre des erreurs, ils pouvaient prendre Ouais, ils disaient de toute façon on est des baqués. impayés. Ouais. Tout ce qui les intéressait, c'est de rentrer. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première commande. Je me rappelle, j'habitais à Ruveit, à Bruxelles, d'une petite rue très étroite, au 3e étage, dans un couloir qui ne faisait pas plus large qu'1 mètre. Et alors, le camion arrive dans la rue, j'ouvre l'innocence d'un jeune. C'est vrai. Je regarde ça, non, ça ne va pas le faire. Ça Ouais. va pas le faire. Du coup, directement, je prends mon coup de téléphone, je téléphone à un imprimeur, je dis, écoute, j'ai un problème, est-ce que tu ne peux pas m'aider? J'ai mon camion qui est arrivé, est-ce que tu peux prendre tes palettes? Il m'a dit, ok, pas de problème, livre les palettes. Donc tout ça, c'est un peu rock'n'roll, c'est un peu un aventurier sans beaucoup de conscience, si ce n'est que j'explore, j'ai pas peur du Tu risque, fais, je tu y vais vas. trouver des solutions, voilà, et la Ouais. vie est belle, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que voilà, ça a démarré avec Fruit of the Loom au début, qui était la marque Screen Star, c'est en fait la division pour la décoration. Ouais. Ouais, parce que c'était des basiques, il y avait juste l'étiquette, ça je me rappelle, et moi j'avais du Fruit of the Loom parce que ma mère, elle trouvait en brocante, tu vois, tu trouvais des pièces à gauche à droite, en mode marque américaine, c'est de top qualité, c'est des beaux basiques. Et donc moi c'est comme ça que j'ai connu la marque, mais je me rappelle, il n'y avait jamais de visuel là-dessus, c'était des basiques. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré très fort, puisqu'à un moment donné j'ai eu des produits en quantité, dans les bonnes couleurs, dans les bonnes tailles, que je pouvais vendre, donc c'était un réel plaisir. Ouais. Puis il y a deuxième phase où effectivement tout s'est bien passé jusqu'à un moment donné, mais j'ai senti que mon chiffre d'affaires était plus difficile. Et je me dis tiens, c'est bizarre, il m'a commandé, il m'en commande plus, il m'en commande moins, etc. Puis je commence à donner mes petits coups de téléphone, je dis ah bonjour, comment tu vas? Tiens, le business, tu sais, Jean, c'est pas facile, etc. Ok, d'accord. Un deuxième, tous un peu le message. Puis un jour, je vais en clientèle. Et je rentre chez quelqu'un, je dis comment tu vas? Et alors, tu vois, comment est ton business? Puis il me regarde. Il dit Jean, je vais te le dire. Je vais tout te dire. Ton fournisseur est venu chez moi. En direct. Il m'a donné les mêmes prix que de chez toi. Donc tu penses bien que
j'aime bien travailler avec toi, mais il y a une différence de marge, j'achète directement chez lui. Je dis, ah bon? Donc, je prends mon téléphone, je téléphone à Fruitodome, je dis, écoutez, je ne comprends pas très bien. D'un Ouais, c'est quoi le côté, je concept, hein? développe le business, Mm. je prends des risques, j'ai du stock que je vous paye, hein, je n'ai pas d'impayé, on est bien d'accord, ça marche très bien. Et puis maintenant, vous allez voir les clients que j'ai démarchés en vous offrant les mêmes prix. Je ne comprends pas très bien. Mhm. Alors là, c'est planétaire, le directeur général parisien de surcroît, Mhm. comment m'expliquer qu'en définitive, Apple, plus Apple est connu, plus c'est bénéfique pour toute la chaîne. Ah oui, ok. Et que donc, c'est bénéfique. Mhm. Voilà. T'inquiète pas, tu vas le... Ouais. D'autres questions, oui, mais peut-être d'autres questions. Voilà, c'était assez terminé. Donc après, j'ai été contacté la société Haynes, Oui. aussi très Ouais, très ouais. connue. Hein. C'était Exact. vraiment à l'époque. Hanes. Hein, Voilà, c'est ça, tout ouais. à fait. C'était pas Haynes comme les Non, ketchup. non, pas le ketchup. Voilà. Pour ceux qui... Ouais. Donc c'est une entreprise Ouais, qui à très l'époque connue. Hein. se vendait plus d'1 milliard de pièces par an dans Je le crois que monde. c'était Haynes qui fournissait Suprême à l'époque aussi, au tout Voilà. début de Suprême. Donc voilà. Ouais. Et donc, je les ai contactés et j'ai essayé de trouver des solutions. Et c'était un peu le même discours. Et puis, vu que cette situation qui était compliquée, j'ai essayé de trouver d'autres fournisseurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de fournisseur, ce qu'on peut appeler reliable. Et là, un jour, et comme quoi la vie est faite, je rentre au bureau le matin, je vois une boîte sur mon bureau. J'ai dit, tiens, c'est quoi cette boîte? Ben, écoute, on a reçu ça, je ne sais pas ce que c'est, etc. Je commence à bosser, 1 heure ou 2 heures après, je dis, tiens, je l'ouvre, j'ouvre, je vois qu'il y a un t-shirt, je prends le t-shirt, je dis, waouh, ça, c'est un super t-shirt. Je tourne, Tu dis, ça vient d'où ce truc? je cherche les papiers, Mm. Country of Origin, Bangladesh. Ok. Je ne savais pas du tout où se trouvait Ouais. le Bangladesh. Ouais. Je tiens à préciser, il n'y a pas Internet. Hein. Il n'y a pas Google, il n'y a pas rien. Tu Toujours, as y a juste rien une du map tout. monde. Et Donc, il y a une map monde sur mon mur Et tu te dis, attends. où je vais voir. Ouais. Et là, je vois le Bangladesh. Là, bon, évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que je prenne un billet et que je voyage là-bas. Mm. Donc, j'ai fait la connaissance très rapidement du monde à Dhaka, Ouais. au Bangladesh, pollué, crowdy, Ouais. étouffant, Ça bouge dans tous les etc. sens. etc. Et là, j'ai commencé à comprendre un petit peu cet écosystème. Et donc, j'ai vu. Mais le produit qu'ils ont proposé était vraiment un produit qui correspondait aux besoins du présent et futur, Ouais. qui était totalement différent des Américains, qui était très orienté, très, très simple. Les produits du Bangladesh étaient avec déjà des matières un peu plus raffinées, des finitions un peu plus riches, qui correspondaient beaucoup plus à l'esprit Européen ou quoi? européen. Ouais, c'est tout à ça. fait. Ouais. On parle toujours de Mieux la fini, qualité, plus... ouais. la qualité de perception, la qualité intrinsèque. La qualité intrinsèque, est-ce que ça rétrécit, est-ce que les couleurs tiennent? Et la qualité de perception, je donne toujours le même exemple. Tu ouvres une porte de voiture, tu la fermes, tu vas entendre un bruit. Tu vas considérer que ce bruit est de qualité, est de meilleure qualité. Voilà. La perception visuelle, la perception du toucher, la perception de l'ouïe, tous ces éléments jouent. Voilà. Et ce produit qui se trouvait, ce t-shirt qui se trouvait dans cette caisse correspondait beaucoup plus à ce que moi je ressentais comme étant humblement quelque chose qui devait mieux correspondre au à tes marché. standards de qualité Voilà, que tu attendais. Et donc j'ai démarré mes premiers containers au niveau du Bangladesh. J'ai eu une courte expérience avant avec la Chine, qui s'est avérée un désastre. Ouais. J'avais travaillé avec un agent qui m'avait fait un beau cahier de charge et j'ai importé les conteneurs, mais le taux de rétrécissement était proche de 40%. Donc, la notice avant d'acheter, prenez 4 tailles au-dessus. Voilà, donc la première mission a été de couper toutes les étiquettes parce que j'avais marqué la marque BNC et je voulais. Bon, donc j'ai coupé toutes les étiquettes. J'ai dit voilà, je vous les vends comme ils sont, avec les avantages et les inconvénients. Donc faites attention, ils ont tu l'as des plus de surprises. Donc ça, écoulé ton stock. Les premiers conteneurs de Chine que j'ai importés. Et le Bangladesh est arrivé par après, où là on s'est trouvé avec quelque chose qui était un peu meilleur. Voilà, c'est là que ça a démarré. Et puis je crois que la 2e année ou la 3e année, il y a eu une catastrophe au Bangladesh. Il faut savoir qu'il y a eu toutes les grèves qui ont bloqué absolument tout. Quand je dis absolument, il n'y a plus rien qui bougeait. Hein. Donc moi, j'ai... Donc plus de livraison, plus rien sortait du pays. Plus rien du tout. Plus de travail. Rien.
Donc, pour se déplacer, on se déplaçait à pied ou en rickshaw, OK. hein, les fameux trucs Ouais, vélo là, ouais, à 2 balles. ouais. Et je me rappelle que pour prendre l'avion, j'ai dû commander une ambulance, pour me mettre dans l'ambulance Pour aller, aller prendre l'avion. Donc, c'était vraiment complètement mmh, bloqué. OK. Donc voilà, l'expérience entrepreneuriale, c'est ça, hein, Ouais. on trouve quelque chose, ça fonctionne, puis ça fonctionne pas. Donc, ça résume un petit peu le début. Quand on a envie de faire quelque chose, rien ne nous arrête. Mmh. Même les plus grandes grèves, même le Mmh. fournisseur qui va te bypasser, Ouais, tu pourrais dire: «Mais tiens, je comprends pas, c'est risqué» et cetera. C'est la vie d'entrepreneurial, ouais, ça. ouais, ouais. On a une capacité de se rebondir, on a une résilience énorme par Mmh. rapport à ça. On s'endurcit des échecs, on a toujours, de façon générale, une réponse à un problème. Ouais. En fait, on ne vit pas les problèmes. Non. C'est ça l'énorme Ouais. différence que je mettrais par rapport. Donc, je ne suis pas en train de dire que quelque chose est mieux que l'autre. Moi, je pense que Non. j'ai reçu peut-être un don qui est un peu entrepreneurial Mmh. et on peut recevoir un don et ne rien faire. Moi, j'ai voulu faire quelque chose Ouais. et qu'il n'y a Non, rien de m'arrêter, quoi. je te rejoins dans le sens que c'est pour moi, tu l'es ou tu l'es pas. Ça s'apprend pas parce que c'est juste une paire de lunettes que tu as sur le monde, de voir toutes les merdes qui vont t'arriver, tu vas pas les voir comme des merdes. Et ça va être comme un jeu vidéo, tu vas te dire: «Ah bah, il y a un nouvel obstacle». C'est un obstacle en fait et tu dis: «Bah, je vais sauter au-dessus de l'obstacle, je vais le contourner, je vais le casser, je vais» mais c'est jamais en mode: «Ah bah, c'est fini en fait, je subis le monde» et j'ai l'impression que les entrepreneurs ont pas mal de stoïcisme dans le sens que dès qu'il y a un problème qui t'arrive externe, le premier réflexe d'un entrepreneur, c'est de dire: «Qu'est-ce que je contrôle moi? Sur quoi j'ai le contrôle? Sur quoi je peux avoir un impact?» Et comme tu le disais, j'ai une grève, je suis au Bangladesh bloqué, j'ai une grève. Ta solution va pas être de dire je vais attendre que ça se débloque. Tu t'es dit qu'est-ce que moi je contrôle, qu'est-ce que moi je peux faire pour me sortir de là. Et la plupart, en tout cas des entrepreneurs que je vois ou avec qui je parle, c'est toujours tu reviens et allez vraiment sur toi-même. Et moi je parlais avec quelqu'un d'autre sur un autre podcast que j'ai invité, mais je je vois mes amitiés évoluer aussi. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça en tant qu'entrepreneur, mais à un moment donné, tu es dans des soirées avec d'autres potes qui n'ont pas le même mindset que toi et ils se plaignent toujours de l'extérieur. Mon manager est comme si. Tu vois, et en fait, toi, c'est tellement plus comme ça que tu vois le monde et que tu comprends plus. Allez, moi, il y a une distance naturelle qui s'est mise et dès que je fais des soirées avec d'autres entrepreneurs, le monde est ouvert, c'est un playground, tout est possible, on va y arriver. Tu pousses l'autre à voir plus grand, avancer, parce que c'est un jeu en fait. Mais une différence sur laquelle, et je comprends, hein, on ne peut Ouais, pas ouais. dire que l'un est mieux que l'autre, Ah non, c'est pas le débat, c'est deux c'est états juste ouais. d'esprit. Mmh. Lorsqu'un entrepreneur fait quelque chose, à un moment donné, il n'a pas d'argent, il commence avec rien. Mmh mh. Donc, qu'est-ce qu'il peut donner garantir que lui-même? Mmh mh. Donner en gage quelque chose, ben, il y en a beaucoup qui ne le feraient pas. Ouais. Et je peux comprendre, tout à fait légitime. Mmh mh. J'ai une famille, j'ai 2 enfants, c'est pas possible, Mmh mh. je pourrais aller en Ouais. faillite, ça va être la catastrophe, j'ai personne Mmh pour mh. me tourner. Je veux pas dire qu'on est des cow-boys et que je suis un cow-boy, Mmh. mais il est clair qu'on a une aversion, voilà, on ne Mmh mh. voit pas le risque comme il est. On est plus en train de se dire: «On trouvera toujours une Ouais. solution». Et même, je dirais que ce phénomène se retrouve, à tout état de la vie d'un entrepreneur. Moi, je Mmh vois mh. un peu les niveaux de risque que je prends dans certains Mmh cas, mh. en termes d'engagement, voilà, sans avoir véritablement les avoirs. Mmh mh. Il y en a plus d'un qui aurait dit: «Mais Ah ouais, non, complètement mmh. complètement zinzin. Pourquoi?» Tu vas chercher le problème où il y en a pas et Ouais, nous, on voit pas le problème, on voit la le possibilité potentiel quoi. de se développer, Mmh quoi. mh. Donc, C'est que bon, je pense que c'est clair, on a bossé ensemble et j'ai travaillé pour toi. J'ai été recruté pendant mes études et il y a un truc que j'ai beaucoup appris et qu'encore aujourd'hui, des fois je pense à toi, je me dis: «Comment Jean ferait?» Et il y a un truc où ce qui m'a marqué et tu l'as bien expliqué en intro ici, c'est ta capacité de faire. Des fois, on pourrait croire de ne pas réfléchir si je résume au maximum. Tu vois, quand tu expliques ton histoire, tu t'es lancé en mode juste je fais. Je trouverai une solution plus tard quand le problème est là. Et la plupart des gens, quand ils veulent lancer un projet, ils vont faire des business plans. Ils vont remplir des. Et moi, j'ai étudié l'entrepreneuriat. J'ai eu des cours, on me dit, pendant 6 heures de cours, on t'explique le BMC, Business Model Canvas. On t'explique plein de modèles à remplir, des mémoires à faire, des trucs comme ça. Et en fait, quand j'ai lancé Nemesis, j'ai commencé à bosser qu'avec des entrepreneurs, des CIO, et à chaque fois, je faisais un peu
le récap de leur vie, je voulais comprendre comment ils s'étaient lancés. Et tous, vraiment sans exception, et là maintenant, après 6 ans de Nemesis, tous les entrepreneurs avec qui on a bossé, il y a un dénominateur commun, ils font. Ils se sont lancés avec rien, pas forcément d'argent de famille, pas du tout, ils ont juste commencé. Comme toi, tu as commencé à faire une commande, à vendre d'abord, et j'en ai même créé une philosophie, c'est toujours d'abord vendre ton idée. Maintenant, je donne une fois par an un cours, Ineo, là où on s'est rencontrés, tu vois, en CPME, et je dis à ces jeunes, je leur dis, pitch-moi un peu ton idée. Ils ont tous un pitch très scolaire. Je veux lancer une plateforme de machin qui va répondre. Je dis, mais quel est le problème que tu règles en fait? Est-ce que tu as réellement besoin d'une plateforme pour régler ce problème? Et souvent, ils te disent, j'ai besoin de 200 000 euros pour faire ma plateforme. Et tu vois, je leur dis, mais est-ce que tu as réellement besoin de 200 000 euros? Est-ce que tu ne peux pas lancer une version ultra minimale pour apporter la valeur du problème que tu souhaites régler? Imagine demain, tu veux créer un restaurant, rien ne t'empêche, si tu habites dans un immeuble, de sonner et à faire traiteur à domicile. Il ne te faut rien, il te faut 50 euros pour aller faire des courses. Je crois qu'au départ, effectivement, faut être humble. Hein. Quand Mhm. on a 20 ans, ou qu'on en a 40, qu'on en a 60, on a Mhm. une autre expertise, une autre Ouais. expérience. Donc, mais la taille de l'entreprise nécessite quand même de se professionnaliser. On peut faire des choses un peu rock'n'roll au Ouais, départ, mais au bien fur et à sûr. mesure, si on veut vraiment évoluer, on doit impérativement se caler sur des structures plus professionnelles, bien mieux s'entourer, Ouais. avoir des process clairs qui permettent aux gens de comprendre, etc., d'avoir un business model excessivement clair. Bon, il y a des Mhm. choses intéressantes. Moi, l'élément qui est assez frappant, mais il est propre à ma personne en particulier, c'est que euh, voilà, si un jour j'étais tennisman et je gagne Roland-Garros, ce serait peut-être l'aboutissement exceptionnel. Je serais convaincu de dire que oui, pendant un jour, et peut-être le lendemain, je serais en train de penser à un autre objectif. Ouais. Donc ça, c'est ma caractéristique, c'est C'est ça. jamais fini. Et c'est pas toujours très bien, parce que je manque d'empathie, Ouais. hein, je me soigne, comme on dit, entre Ouais. 25 ans Mhm. et plus de 60 ans maintenant, Mhm. il n'y a rien à faire. On peut être un leader, Ouais. on peut être un entrepreneur, mais avant tout, on s'entoure. On Mhm. s'entoure et on valorise ses collaborateurs pour eux qu'ils puissent s'exprimer. Mhm. Et on n'essaie pas d'être toujours le leader Mhm. là-dedans. Ouais. Donc, il est impératif d'avoir de l'empathie, de comprendre que les objectifs qu'on se fixe personnellement ne sont peut-être pas les Mhm. mêmes vis-à-vis des Ouais. collaborateurs. Ouais. Ouais. Il faut se réjouir des résultats quand ils sont positifs. Ouais. Il faut se fixer des objectifs, oui, certes, Mhm. mais il faut s'en satisfaire, le tenter. Mhm. Moi, je suis toujours plutôt... Il y a des jours comme ça, le lundi, on me dit ça a été le week-end, je ne sais même plus ce que j'ai fait le week-end. Ouais, Bon, pareil. ça devient grave, ça. Hein, Ouais, pareil. ça se soigne encore. Hein. Ouais, ouais. Mais je pense une question, parce que moi, je l'ai appris dernièrement et je l'apprends toujours. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui célébrait les choses ou pas? Ou tu as appris ça? Moi, pendant, allez, là, ça fait 6 ans Nemesis, je te dis, à un moment donné, en 5 ans, je me suis dit, mais on n'a jamais rien célébré. Parce que tu vois, tu es tout le temps dans une course. Je pense, Et je dirais que dans une entreprise, en tant que managing director, CEO, directeur ouais, tous les général, enfin titres, bref, le ouais. titre, hein, euh, les profils peuvent être vraiment très très différents. Ouais. Si je peux me permettre deux profils différents, il y a plutôt le créateur, l'entrepreneur et puis le gestionnaire. Ouais. Je pense, je pense que la célébration est différente. Ouais. Elle peut être présente dans les deux Mhm. parties, mais elle va être différente l'un par rapport à Ouais. l'autre. L'un va être beaucoup plus proche de ses équipes, beaucoup Mhm. plus d'empathie, prendre plus de temps pour Mhm. célébrer. L'autre sera peut-être un peu plus explosif ou Mhm. moins structuré dans la Ouais, ouais, ouais. célébration. Toi, tu te considères comme quel type de, justement, de CEO? Est-ce que tu es plus un gestionnaire ou un Non, pas créateur? du tout, pas du tout. Je suis un entrepreneur pur et Ouais, dur qui a dû s'adapter. exact. Ah oui, évidemment, Ouais. on est passé de 3 personnes, maintenant Mhm. on va arriver aux 300 personnes en 13 ans. Non, ça, c'est un must. Mhm. Le succès, c'est que les personnes, Ouais. que les qualités des personnes, la façon de travailler ensemble, Mhm. de célébrer les Ouais. choses qui vont bien, de Mhm. dire les choses quand ça ne va pas et de le dire avec les bons mots. Non, c'est Mhm. vraiment c'est l'élément le plus essentiel, c'est d'attirer ses talents. Mhm. Oui, non, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu parlais d'empathie. Est-ce que tu estimes que c'est un peu ton... là où tu dois le plus apprendre, selon toi? Allez, quel est le chantier où tu te dis personnellement, je dois vraiment step up dans cette voie pour être un
un bon leader pour ma boîte, etc. On apprend toujours. Ouais, C'est une ça, c'est évidence clair, ouais. même, on apprend toujours. Est-ce qu'on a une écoute? Est-ce qu'on a envie d'avoir un peu d'empathie? Euh, Est-ce que c'est un point fort ou c'est un point neutre? Ouais. Ou c'est un point breaking point? Ouais. Donc ce n'est plus un breaking point. Ouais. Ça l'a été à un moment donné. Ouais. Au début, ça l'a été parce que je ne voyais qu'une seule chose, c'est la réussite de l'entreprise. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que les autres fassent, c'est comme ça qu'il fallait le faire. C'est une erreur fondamentale. Il faut se prendre des claques. J'ai pris des claques. J'ai pris des claques, donc, et peut-être que les claques m'ont fait changer. Et peut-être que si on ne m'avait pas donné les claques, je n'aurais pas changé. Donc je le vois tout à fait. Mais penser que le point qui n'est pas exceptionnellement fort vont devenir forts, ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Non, tu peux les maîtriser ou les utiliser Faire comme une boîte à attention. outils. Il faut faire attention, il faut tu ne deviendras mesurer. jamais quelqu'un complètement inversé. Non, Et il ne faut pas. Ne rêvons pas, quoi. Je veux dire, il y a des choses que je vais faire mieux que les autres, d'autres moins bien, mais il ne peut pas y avoir de point de rupture. C'est hors jeu, ça, directement. Exact. C'est marrant parce que allez, tu me connais un peu. Moi, je suis plutôt cool, plutôt relax. Et ce que moi, j'essaye d'apprendre, tu vois, vraiment mon plan de croissance personnelle sur lequel j'essaie vraiment d'être beaucoup plus intransigeant ou d'apprendre, c'est d'être beaucoup plus tranchant. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais Monsieur Harmonie. Mais quand tu es Monsieur Harmonie, tu es conciliant, tu fais des compromis, et faire des compromis dans une boîte, tu n'arrives pas en tant que CEO, parce que c'est mon rôle chez Nemesis aujourd'hui, tu ne donnes pas un cap clair. Si tu veux être clair, à un moment donné, tu ne peux pas faire des compromis sur tout, et tu dois avoir des gens déçus, etc. Là où toi, tu étais très tranchant, je dirais, tu vois, comparé à moi, et là, maintenant, j'essaie tu triches, quoi, tu essaies de t'avoir, et donc, vu que je suis pour l'harmonie, j'essaie toujours de regarder les choix que je fais, les compromis ou mon harmonie que j'amène dans la boîte, à quel moment cette harmonie est néfaste pour la boîte. Et à ce moment-là, à quel moment je dois faire des choix harmonieux, intransigeants, qui vont aider la boîte. Et vu que c'est d'où je tire mon énergie, j'essaye de me dire, attends, là, il faut être tranchant, parce que là, tu vas amener l'harmonie qui est positive à ta boîte. Mais tu hackes ton cerveau pour essayer, tu vois, de bypasser, parce que si je m'écoute, moi, c'est « oh oui, tout le monde doit être content », mais ça ne marche pas. La réalité, ça ne marche pas. On apprend tout le temps, hein. Je veux dire, pour moi, la vie, c'est deux choses, c'est l'apprentissage et la transmission. Voilà. L'apprentissage, ça te booste énormément. Je reviens de 2 semaines aux États-Unis. On a une énergie extraordinaire. On apprend énormément. Et le fait de transmettre, c'est énorme parce qu'on exprime des choses, on valorise les personnes, on leur donne la possibilité de pouvoir aussi s'accaparer cette expérience. Et c'est ça qui est fantastique. Il faut donner du sens dans le travail que l'on fait. De plus en plus, on le demande. Donc la transmission, pour moi, est un des éléments qui donne du sens, beaucoup plus de sens dans chaque personne, quoi. D'où tu tires le plus d'énergie aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qui te donne l'énergie et qu'est-ce qui t'en draine? Je ne vais pas dire qu'en finalité, ce sont les résultats. Les résultats, ce sont la conséquence. Mais il faut garder toujours cette notion de plaisir dans le travail. Ça, c'est une évidence même. Plus on vieillit, forcément, plus on recherche cette quantité de plaisir. Moi, j'aime bien tout ce qui touche au niveau d'être professionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est aussi une norme personnelle. Et ce qui, pour moi personnellement, me drive énormément, c'est la capacité d'innovation. Ça, c'est se dire qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire mieux. Enfin, je veux dire, ma trajectoire, elle est basée sur ça. Je vais toujours essayer de trouver une autre façon de le faire. Moi, je dis toujours qu'il y a 2 possibilités dans les affaires: faire mieux ou faire différent, ou faire les 2 ensemble. Moi, je suis plutôt dans les 2 ensemble. Donc, je prends le modèle. Je prends un exemple. On a terminé le plan de 5 ans fin d'année passée. On a retravaillé un nouveau plan. J'ai commencé à travailler avec les personnes. Je dis, écoutez, vous mettez tout à la poubelle. Tout. Ne venez pas me dire, oui, mais je m'en fous complètement. Et on va maintenant réfléchir différemment. Sens inverse de ce que l'on faisait auparavant. Et on va essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour donner la satisfaction au niveau du consommateur.
Parce qu'en définitive, quand on fait quelque chose et qu'on commence à avoir une certaine taille, c'est difficile de s'en séparer. Ah, je vais abandonner ce profil de client. Ah, je vais changer complètement la méthode de travail. Ah, je vais mettre mes bureaux ailleurs. Ah, etc., etc. C'est changer ce qu'on a construit. Et là, on a un frein, évidemment, parce qu'on se dit, mais attends, voilà, il y a Ça, ça. c'est safe, Voilà. c'est le Et statu donc, quo. pour libérer ça, Mhm. pour donner la chance aux personnes de ne pas avoir de contraintes, il faut dire, maintenant, je m'en contrefous. Mhm. Et comme ils sont difficiles à se détacher de ça, Ouais. ça les libère. Moi, Mhm. j'ai assez facile par Ouais. rapport à ça. Je me dis, voilà, l'important n'est pas de faire ce que l'on fait, l'important, c'est de correspondre à un élément pour moi. Un élément très simple. Tout ce que j'essaie de construire, de faire, de travailler avec les autres, est drivé sur un seul élément, le besoin du consommateur présent et futur. Tout est drivé. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que la couleur du tapis était décidée sur base de ce que le consommateur va voir le tapis, il va trouver que c'est bien. Mais il est évident que toute je dirais, l'offre produit, l'offre de service, la communication là-dessus, je vais toujours penser au consommateur. Donc, quand un collaborateur vient et me dit, bah, tiens, voilà, je pense ceci, je pense ça, clac, je vais non pas dire mon point de vue, je vais dire prendre le point de vue du consommateur. Est-ce que cette amélioration pourrait apporter un bénéfice au niveau du consommateur? Je prends dernièrement le RFID, je me rappelle qu'on a eu des discussions ensemble avec toi. Ça en est où, ça? Voilà, tout à fait. Très, 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 très loin. Nous n'avons toujours pas mis en application pour différentes raisons. Et maintenant, le coût est nettement plus faible, etc. Ouais, c'est ça. À l'époque, je crois que c'était 1,60 € par t-shirt. Voilà, donc, t'imagines le coût. C'était le prix d'un t-shirt. Donc, après, on vient et on me dit, il y a ça comme avantage, ça comme avantage. Je dis, très bien. Plein d'avantages indéniables sur ce procédé, mais en finalité, je vais me dire, est-ce que cette puce RFID va apporter un plus au niveau du consommateur? Et ça, c'est un saut qu'un spécialiste ne va jamais faire. Et c'est là mon travail. Le travail est de considérer que tout le monde travaille sur base d'un objectif, mais pour la satisfaction du consommateur. Et malheureusement, beaucoup trop d'entreprises travaillent par spécialisation. C'est normal. Quand je postule pour devenir logisticien, je postule pour être à la finance. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le job description, ok? Et puis on attend le CV, on regarde un petit peu s'il a de l'expérience, de l'expertise au niveau de la finance. Voilà. Et s'il peut correspondre à l'entreprise, dans ses valeurs, etc. etc. Et puis après, on leur fixe des objectifs financiers. Alors du coup, il reste dans son silo. Il regarde sa target. Et... Voilà. Alors, si on a 3000 personnes, on ne va pas demander aux 3000 personnes de savoir tout ce qu'il faut faire du mal. Hein, voilà. Donc, il faut rester cohérent dans ce que l'on fait. Mais si on met un groupe de travail, ce groupe de travail apporte sa spécialisation, apporte son savoir-faire au service du consommateur, de sa satisfaction, ça va 100 fois mieux travailler. Parce que là, à partir de là, on fait des choix. On fait des choix, forcément. Ah oui, mais c'est bien, mais en finalité, oui, je comprends. C'est pas tout à fait... En fait, tu as une autre grille de lecture, en fait. Tu as une grille de lecture avec une hiérarchie, et si maintenant, tu viens de mettre toi au centre le consommateur, celui qui achète au final, qui décide, ta grille de lecture de priorité va changer parce que ça va faire un filtre. Et alors, surtout qu'à un moment donné, on doit prendre des décisions. On est toujours dans des décisions collégiales à un moment donné. Hein. Ça va bien aller pour la finance, ça va moins aller pour le marketing, etc. Pour la logistique, ça va être la finance est plus mais, stricte, et le marketing est plus cool, la vente est plus cool. À un moment donné, il faut trancher. Qu'est-ce qui va trancher ici? Il y en a un qui va toujours te dire que c'est mieux l'un par rapport à l'autre. Et c'est normal, puisqu'il arrive et il apporte tout son savoir-faire et son expertise. Mais en finalité, quelle est la meilleure solution? Qu'est-ce qui va apporter le plus de... Moi, je le dis toujours, notre objectif, c'est de donner du happiness et du sens de responsabilité. C'est nos objectifs. Notre objectif commun, c'est de créer le plus possible de clients, de customers, et leur donner de la satisfaction, du sourire et du sens de la responsabilité, parce qu'on est fort engagé au niveau de la responsabilité. Ouais. Ça me fait penser, allez, moi j'ai toujours été mauvais étudiant, tu vois, et j'avais, je crois, en secondaire, j'avais triplé, parce que juste je ne savais pas où j'allais en fait, donc tu vois, j'avais pas de focus, mais j'ai toujours ultra simplifié les choses pour comprendre, tu vois, et juste avoir un angle, ou en tout cas avoir un focus, et dès que c'était simple pour moi, en tout cas que j'avais ultra simplifié,
je savais où aller, où focus. Et je reconnais, et pour avoir bossé aussi chez Stanley, tu avais une capacité à simplifier les choses. Et parfois, c'est ça qui pouvait perturber des spécialistes, parce que tu étais là, je m'en fous de ton... tu penses trop complexe, pense juste simple, et toi, tu venais avec un angle, en disant, le seul angle que je vais regarder, c'est le client, c'est le consommateur. Je pense qu'on a démarré sur chacun a ses qualités, chacun a ses points d'attention, chacun apporte un petit peu... Quand les collaborateurs, dans n'importe quelle entreprise, font une présentation, ils donnent toujours trop d'informations. Parce qu'ils veulent absolument s'assurer que leur proposition, elle est légitime, parce qu'il y a ça, et qu'il y a ça, et qu'il y a ça. Et en tant que responsable d'une entreprise, moi, je vois qu'une seule chose, c'est le bénéfice du consommateur. Donc, ces pages entières de démonstration sont nécessaires pour arriver à la conclusion, mais c'est la conclusion qui est importante. Et cette conclusion, c'est dire, on va aller faire ça. Est-ce que ça, par contre, le consommateur va dire, ah, ça me plaît. J'ai envie de venir chez vous, j'ai envie d'acheter votre service, votre produit, etc. Et évidemment, ça les perturbe. Et ça les perturbe d'autant plus qu'en tant qu'entrepreneur, on va très vite. Moi, à force de travailler, on a une vision, on a une simplicité. Donc, on m'envoie les fichiers. Normalement, c'est 24 heures à l'avance. Je les reçois la veille à 18h, 18h30 pour les réunions qui commencent à 9h. Enfin, bref. Moi, je les lis transversalement et je vois directement. Ils arrivent. Je dois faire très attention parce que si c'était que moi, ça prendrait 5 minutes. C'est pas bien. C'est pas bien parce que le gars a bossé, il faut lui laisser l'opportunité quand même de l'écouter. Même si derrière, globalement, je n'ai pas énormément besoin d'avoir cette écoute puisque j'ai transversalement demandé d'avoir des documents simplifiés avec des recommandations et qu'à partir de là, on spot directement peut-être les choses qui manquent, les choses qui sont intéressantes pour prendre la décision. Et plus on avance, plus j'avance dans l'âge, plus ça va de plus en plus vite. Et donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quoi. Moi, je connais quelqu'un dans mon entreprise ici qui me parle de lire des centaines de pages en très, très peu de temps. Parce c'est une capacité à pouvoir absorber de l'information. Et c'est pas les lire, c'est d'aller voir où ça se trouve, les choses importantes, et donc ils vont beaucoup plus vite. Et donc, va beaucoup plus vite. C'est un peu comme le tennis ou n'importe quel sport. Tu commences à taper la balle et va trop vite. Tu dis jamais je vais la voir. Puis 2 ans après, tu la reprends. Puis tu joues avec 3 classements, tu la loupes. Et puis à faire à mesure, tu commences à voir que cette balle, voilà, c'est un exercice qui fait qu'au fur et à mesure, on s'entraîne, et qu'à la fin, on va très vite, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut l'être au niveau du business, parce que tout va très vite. Tout va de plus en plus vite. Sur tous les éléments, moi, je vois bien, il y a des domaines où je resterai pas averti, je m'accroche. Tu peux pas l'être aussi. Je m'accroche. Je m'accroche à certaines choses, et d'autres, ça va être beaucoup plus facile. Et si on lâche un peu, alors ça c'est fini. Ça part. Là, t'es largué. Tu vois. Moi, je dis toujours, il faut toujours trouver des clients. On en perd toujours. Et on en gagne toujours. Il faut toujours garder cette activité. Focus. Pour plein de raisons, la personne n'a plus envie de voir ta tête pour X, Y, Z, même si tu as fait du bon job. La personne arrête son business. Le contexte économique a fait que, voilà, moi, je suis rentré aux États-Unis, on a fait nos tarifs, et Trump nous a donné un beau petit cadeau. On avait 16,5% de droit d'entrée, il nous a rajouté 20%. Donc, on a passé de 16,5 à 36,5 de droit d'entrée. On n'avait pas prévu tout ça. Donc, ce qui était bien après ne l'était un peu moins après ça. Ça va excessivement très vite. Donc, il faut absolument avoir cette agilité, se dire, OK, c'est comme ça. Alors maintenant, quand on regarde un petit peu les 10 dernières années, même les dernières années, on se dit, mais c'est pas possible. Puis, maintenant, cette année-ci, il ne va rien avoir. Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Dans n'importe quel... On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a maintenant les droits d'entrée, et puis peut-être on va voir le Groenland qui va être annexé par les États-Unis. Il y aura toujours. Donc, il va falloir cette capacité à pouvoir, je veux dire, OK,
pas de problème. C'est un facteur macroéconomique, ça peut être un facteur microéconomique, et c'est à nous, avec les collaborateurs, de pouvoir avoir une vision excessivement avec du recul, et justement se dire, OK, il y a des choses qui ont changé, que dois-je faire? Ce que je vais faire, c'est la satisfaction du consommateur. Si le consommateur a envie de voir ma tête, la tête de mes collaborateurs et mes produits ou mes services, quoi qu'on fasse en facteur externe, facteur interne, mais tu passes au travers. Ça me fait penser, tu vois, j'ai dû faire j'en fais encore un peu, mais des soirées de networking où tu parles à d'autres entrepreneurs. Il y avait, je me rappelle, un entrepreneur, à chaque fois que je lui disais, comment tu vas, comment va le business, il tirait une gueule comme ça, il disait, le marché va mal en ce moment. Oui. Et j'ai jamais Comme compris. chaque entrepreneur, on les écoute, on leur dit, je ne trouve pas des collaborateurs. Je cherche, je ne les trouve pas. Ils ont raison, ils ont tort. Okay, et ils ont tort parce qu'en définitive, ils ont mis des moyens qui ne correspondaient pas à leurs objectifs. Et il faut qu'ils apprennent. Donc, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais tu vois, le point de départ, si tu commences à te dire externe, le marché va mal, quand ton marché va mal, il y a d'autres marchés qui explosent. C'est toujours comme ça. C'est des vases communicants et tu jumps alors, tu vois. Moi, j'ai la chance de recruter de très bons collaborateurs, et on attire maintenant de plus en plus de très très bonnes personnes qui nous apportent énormément de choses. Mais il y en a qui nous racontent des histoires, quoi. Ah oui, mais oui, en France, il y a ceci, il y a ça. Donc... Et moi, je dis, écoute, voilà, on va faire ça. On fait autant de chiffre d'affaires en France? OK. Quelle est la part de marché qu'on a? 3%? 4%? Oui, le facteur économique, je sais bien, mais il y a encore 96%, 95%. Oui, mais... Oui, OK, je suis d'accord. Oui, allons les chercher. Donc, c'est la vision de voir qu'est-ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'on a un problème certes, macroéconomique. Le Covid était un exemple. Et là, il y a un facteur de résilience de beaucoup de personnes, là. On s'est trouvé dans une situation de crise catastrophique. Moi, je me rappelle le premier mois, moins 85% sur le chiffre d'affaires. Waouh! Là, tu te dis... Là, on se dit, mais paf! Le conseil d'administration avait dit, voilà, il faut faire un budget à moins 50, on a terminé à moins 40, tu nous as rajouté, non, vous faites moins 50. Et tout le monde l'a fait. Et heureusement que tout le monde l'a fait. Et puis derrière, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont essayé de trouver d'autres choses. Il y a eu les masques, heureusement, qui ont sauvé certaines entreprises ou d'autres choses. Donc voilà, derrière, oui, on a eu chaud. On est toujours vivant. C'est pour ça qu'il faut qu'une entreprise ait toujours un peu de réserve. Moi, je dis aussi, voilà, quand on fait un match, un sport, ou quand on travaille, des fois, on est moins la forme, quoi. Ceux qui jouent au golf, moi je ne suis pas un golfeur, mais il y a des jours, ils disent, mais c'est pas possible, ils ont envie on les revoit casser là. Tu pètes ton club. Parce que le veille, ça marche, et là, il n'y a rien qui rentre. Donc, on a des up and down. Donc, il faut pouvoir passer au travers, et les downs doivent être compensés par les up, que ce soit dans le mental, que ce soit dans la richesse. J'ai un peu de réserve, j'ai gagné de l'argent, donc je vais perdre une année un peu d'argent. That's life. Et moi, je dis toujours, je cherche à gagner le championnat du monde. Et le championnat du monde, il y a 16 courses. Il y a des courses que j'ai gagnées, des courses que j'ai fait 2e, 4e, et d'autres j'ai abandonné. Mais en finalité, après les 16 courses, le plus. Humblement, je me suis dit, j'ai gagné le championnat du monde. Et c'est là qu'on a la capacité de pouvoir prendre du recul par rapport à des échecs et phénomènes d'apprentissage. C'est fou, hein, le cerveau humain, parce que tu commences ton année, tes starting blocks, tu mets ta target pour fin de l'année, tu vois, tu joues le jeu en disant cette année on va faire ça, on va augmenter d'autant, etc. Et bon, moi à chaque fois on met des grosses targets, vraiment énormes, trop grandes, parce que j'ai compris comment moi je fonctionnais, ma motivation, etc. Et des fois tu te fais avoir en te disant j'ai mis une énorme target, tu l'atteins pas, mais après je regarde par rapport aux autres années. Tu vois, et au final, je me dis, mais putain, on est en train de croître. J'ai pas eu ma target de l'année, mais au final, si tu recules de 2-3 ans, tu te dis, merde, il y a 3 ans, on n'était rien, en fait. Tu vois, et là, il y a 2 ans, l'année passée, on commençait à être une équipe. Là, maintenant, on a une vraie équipe, tu vois, et tu évolues. Mais si tu ne mets pas une certaine pression, alors que j'ai jamais été pro-pression, moi, mais maintenant, je me rends compte que les seules fois où j'ai appris, c'est quand j'avais une énorme pression. Et maintenant, j'ai même un slogan qui est « t'as pas de jus sans presser tu vois, des oranges », mais t'as le meilleur des gens en pressant. Et je dis pas il faut pousser les gens en burn-out, loin de là, mais moi, je me
j'ai compris que mon tempérament, j'apprenais beaucoup plus vite quand j'étais au pied du mur. Et ça m'a rendu fou, parce qu'il y a des années où, en fait, le pire ennemi d'un entrepreneur, pour moi, aujourd'hui, dans mon stage de vie, c'est le confort. C'est le plus dur à gérer le confort. Quand je suis au pied du mur, on fait, tu vois, et quand je te parle de pied du mur, je vais te donner un cas concret. L'année passée, on commence l'année avec un pipe d'1 million, ce qui est énorme pour nous. On est là, tranquille, cette année, on va tout exploser. Je ne sais pas pourquoi. En 10 jours, hein, je te jure, le 15 janvier, pipe 0. Tout est tombé à l'eau. Le projet, postpone, machin, etc. 0. Et là, je me dis, putain de merde, on est niqué. Parce qu'en consultance, tu ne rattrapes pas. Tu vois, j'ai un processus de vente de 3 à 6 mois. Et je me dis, mais comment on fait en fait? Comment on va faire? Et puis là, en une semaine, on remonte un pipe à 700 000 euros. Et là, je me dis, au lieu d'avoir fait le connard pendant, tu vois, Q4 en disant, ouais, l'année prochaine, j'ai déjà 1 million, et tu vois, dormir sur mes acquis, j'aurais dû continuer de mettre la pression pour me dire, mais en fait, on s'en fout. Le jeu continue et on pousse, on pousse, on pousse. Et maintenant, j'essaie de me mettre dans ce mindset tout le temps. Il ne faut jamais se relâcher. Ah ouais, non, c'est le pire ennemi. Une entreprise, si on se relâche, les autres vont nous dépasser. Exact. Il faut mais il faut trouver la bonne balance entre un collaborateur, il n'est pas entrepreneur, il n'a pas mis de l'argent dans la boîte, donc à un moment donné, ça doit s'arrêter, ce qui est tout à fait légitime. Donc il faut trouver la bonne mesure, mais en tant que chef d'entreprise, si le chef d'entreprise n'est pas capable de pouvoir donner une ligne de conduite claire, forte, différenciante, et l'accompagner à travers une équipe qui va travailler de façon collégiale pour réaliser cet objectif. Il y a des fois des moins et des plus, c'est comme ça. Hein. Comme ça Federer disait, voilà, il a gagné, j'espère ne pas dire des bêtises, il a gagné 80% de ses matchs, mais il a raté une balle sur 2. Donc chaque fois qu'il tapait, une fois sur deux. Hyper. Fou. Donc tu dis, mais une fois sur 2. Donc tu dis, mais zut. Tu peux le voir négativement en disant, tu t'énerves en disant, j'ai loupé ma balle. Exact. Ou tu le vois au niveau macro et tu te dis, voilà, attends. Voilà. S'il me faut une balle sur 2 pour être champion, multi-champion de Chelem, dingue, hein. Moi ça me rend fou. Hein. Ce genre de truc, ça me rend fou parce que... Mais ça permet de dire, relativiser. Voilà. Voilà, je crois qu'il faut garder le cap. Il y a toujours dans les échecs ou dans les difficultés, toujours une solution. Moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu maso pour ça. Quand quelqu'un vient avec un gros problème, un très gros problème, je dis, nice. Un bon problème, vas-y, raconte. Trump est arrivé à nous mettre 20% en plus, qu'est-ce que l'on fait, quoi? Il n'y a plus d'un qui dit, oh là là, c'est un cata, on va perdre l'argent. Donc, il y a eu le Covid aussi, on a démarré à du moins 85, on a sorti l'année à du plus 23, alors qu'en concurrence faisait du moins 20 et du moins 40. Donc, c'est grisant, ça. C'est grisant parce qu'on est arrivé à faire un truc extraordinaire ensemble et on n'a pas vu le problème. Mais voilà, ne jamais se relâcher, toujours vouloir s'améliorer. Nous, on a 3 axes importants. C'est propre à notre entreprise. On recherche de l'excellence, on recherche l'innovation et on cherche la sustainability. C'est les 3 axes. Donc, ça veut dire tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, négociable, quoi, un peu. tout ce qu'on agit. Par exemple, on crée un nouveau bureau. Le bureau, il doit être ce qui est de mieux, avoir un caractère d'innovation, de la modernité, parce qu'on peut avoir un produit qui est exceptionnel en qualité, en service, mais il n'est pas demandé, il n'est pas moderne. Voilà. Et le troisième élément, le conflictuel, c'est qu'il doit être responsable. Donc, prenons maintenant tout ce qui est le digital, tout ce que l'intelligence artificielle nous procure. On est un peu en conflit puisque c'est consommateur et ça bouffe de l'énergie comme pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vie. Il faut trouver la bonne balance entre, oui, il faut y aller, parce que si on n'y va pas, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses dans ce que l'on fait. Mais comment allons-nous l'appréhender par rapport à l'axe sustainable? Et pour l'instant, je dirais que, humblement, nous ne devons pas encore trouver de solution. Mais tu sais, ce que tu viens d'expliquer, il y a beaucoup de boîtes qui ne l'ont pas encore compris. C'est ce que moi j'appelle des non négociables ou des checkbox. C'est-à-dire que si tu commences à avoir une simplicité sur comment je drive ma boîte au quotidien, ce que tu viens de dire là, ces 3 axes, tu peux les déléguer à n'importe qui. Et n'importe qui derrière son bureau, quand il a une idée chez Stanley Steller, il peut se dire, attends, est-ce que c'est innovant ?
est-ce que c'est sustainable? Tu vois, avant de t'amener une idée ou de partager, il peut faire le filtre lui-même. Et s'il manque quelque chose, il peut se dire, attends, maintenant je dois le rendre sustainable. Voilà, c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est un garde-fou. Voilà, c'est un garde-fou. Ouais. C'est un peu comme les process, on explique un petit peu la méthodologie. Mais ici, ce qui est très intéressant dans ces axes-là, c'est qu'ils sont pour n'importe quoi, n'importe quelle chose. Ce n'est pas drivé que pour l'entreprise dans le produit, le service. C'est le travail avec ses collaborateurs, c'est une stimulation intrinsèque de dire, OK, mais, tout ce que je vais faire, je vais m'intéresser, je vais me développer sur ces axes-là, qui a un impact sur mon métier, qui a un impact en dehors de mon métier. Et c'est une stimulation qui est excessivement positive et qui est des fois difficile à équilibrer, puisque le côté sustainable est un... Mais c'est grâce au cadre que tu arrives à être créatif. Oui. Tu vois, les gens disent tout le temps « think outside the box », tu vois, ce genre de truc. Mais les gens ne comprennent pas que pour penser en dehors de la boîte, il faut la boîte. Et là, tes 3 axes, c'est la boîte. C'est la boîte. C'est la boîte où tu dis à tout le monde en disant « voici dans quel contexte vous devez être créatif, et maintenant, sortez de ça avec une prouesse. » Et c'est comme ça que tu sais juger en disant « mais j'avais mis des contraintes à mes équipes, et avec ces contraintes-là, ils ont réussi à trouver quelque chose d'exceptionnel. » Tu le vois bien dans tous les sports, quand tu regardes un match de foot, il y a des règles, tu peux jouer avec tes pieds, et là, tu vois un joueur qui sort du lot. Pareil en Formule 1, ce qui se passe là pour la prochaine saison, je sais que tu aimes un peu les voitures, c'est incroyable à voir l'ingénierie des équipes qui commencent avec les règles à trouver, tu vois, des sorties en disant ah ouais, si on change. Pour moi, c'est ce qui me... J'étais pas du tout fan de Formule 1, mais grâce à Drive to Survive, tu vois, ce genre de trucs, série Netflix, je suis rentré dans cet univers en voyant, et moi c'est ça qui me passionne, c'est de voir un groupe de personnes réussir à créer quelque chose d'exceptionnel. Et quand tu vois des milliers de personnes qui travaillent pour Mercedes, Red Bull, qui arrivent tu vois, pour une seule chose, à travailler ensemble pour créer une prouesse, pour moi, ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Tu vois, et ces gens-là, pour driver un groupe de personnes aussi grand, de manière aussi performante, il te faut des fois une simplicité en disant, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On doit tous penser dans la même direction, avec les mêmes contraintes, et on va sortir du lot. Tu vois ? Un beau film comme ça, c'est le dernier vol sur la Lune, Apollo 11, qui s'est avéré une catastrophe. Et ils ont dû trouver des solutions personne ne pensait. Jamais ils allaient y rêver. Et ils sont arrivés, que ce soit les personnes sur Terre pour trouver des solutions, que ce soit dans l'espace, démontre que quand on veut vraiment dépasser et avoir ce caractère d'innovation, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors évidemment, c'est cette balance que le collaborateur va dire « Oula, mais je suis dans une zone très inconfortable ». Et c'est là qu'il faut trouver cette balance. Exact. Un entrepreneur, un chef d'entreprise va peut-être prendre plus facilement des directions plus vite, plus fortes. Et c'est là qu'il faut trouver cette bonne balance où les personnes ont un peu peur, ce qui est tout à fait légitime, compréhensible. Et il faut les encourager à leur dire « mais non, libère-toi et peut-être que tes solutions ne seront pas retenues, mais au moins on est allé plus loin qu'on ne pensait. » Et donc forcément, on a ouvert des portes qui se sont peut-être refermées, peut-être qu'il y en a une qui est restée ouverte, et là on a trouvé quelque chose qui était nettement mieux. Et si chaque collaborateur, dans chacun de leurs métiers, dans ce qu'ils font de tous les jours, arrive à apporter ce peut-être caractère d'innovation, on va peut-être avoir des frictions, mais à un moment donné, 1 + 1 = 3 à la fin. Là, c'est fantastique. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu te rappelles, quand je bossais pour toi, on faisait les salons, on faisait les salons, et je me rappelle la veille, je crois, du premier salon de Milan, tu m'avais dit « Sid, il faut qu'on foute une borne sur nos stands ». Et moi, ça me faisait chier. J'étais là last minute, on a fait tous les plans depuis des mois, et tu me dis « Sid, il faut vraiment le faire, il faut y arriver », tu me pousses. Je me rappelle, tu me dis « il faut le faire, trouve une solution, vas-y, fonce et tout ». J'appelle Action Service avec qui on bossait pour les stands, je leur explique, je dis voilà, je suis vraiment désolé, j'étais là à 19h, tu vois, j'étais vraiment le soir en train d'appeler, le camion était déjà parti. Je dis, il faut qu'on arrive à créer une borne. Je me rappelle avec les équipes, on avait déjà créé le catalogue en digital, donc on avait la borne, l'écran et tout, mais il fallait créer un socle. Et le lendemain matin, je sais que tu arrivais toujours très tôt à 5h du mat', je t'avais montré 2 plans, parce que l'agence était top, elle m'avait dit, ce soir je t'envoie des plans, tu fais valider demain matin, et ça sera fait. Et je me rappelle, vu que ça me faisait chier, tu vois, de ce changement de plan. Donc moi, j'étais là à défendre le truc, je suis pas sûr que ça soit utile. Et tu m'avais dit, je me rappelle, tu m'avais dit, ça va marcher avec les clients, ils vont adorer. Tu vois, tu m'avais vraiment dit, tu m'avais dit, focus client, tu m'avais dit, ils vont kiffer. Parce qu'on a nos sales qui seront là avec les tringles, etc. Mais ça va dégorger le stand.
Et je me rappelle, bon, j'ai dit, OK, de toute façon, je fais ce qu'on me dit, donc j'ai fait le truc. On a réussi à avoir la stand. Et puis moi, j'allais sur les stands. Et je me rappelle, je t'ai dit, parce qu'on s'est retrouvés après, je ne sais plus, à Milan ou quoi. Et je suis venu te voir, j'ai dit, tu avais raison. Parce qu'en effet, je l'avais vu, tout le monde était sur cette borne. C'est mieux tu de vois. le programmer un peu plus tôt. Oui, mais en tu tant avais que tel. eu un feeling, tu avais dit, OK, il faut le faire, on y va. La plupart des gens auraient dit, oh, prochaine fois, on le fera. Mais au final, ça a été possible. On l'a fait, en 24 heures, on l'a fait. Mais tu vois, ça peut paraître con, on pourrait se dire, putain, last minute, qu'est-ce qui me balance ça? Et j'ai sans doute dit ça, tu vois, tes oreilles ont peut-être sifflé, j'étais, putain, qu'est-ce qui Mais c'est m'emmerde? très gratifiant pour la Mais personne qui a relevé ce ouais, challenge, qui a dit que je ne vais pas y arriver, qui est arrivé, et ouais. surtout qui a vu qu'il y a eu un résultat positif au niveau du Et je l'ai vu, consommateur. ça a cartonné, les C'est gens kiffaient. Et donc, je me surtout rappelle ça. t'avoir dit, t'avais raison. euh, et tu vois, et c'est là où je me suis dit, il comprend parfaitement, en fait, à qui on s'adresse. Et, euh, et à l'époque, allez, je te voyais aller souvent en clientèle. Tu vois, tu allais très souvent, je ne sais pas si c'est toujours le cas Toujours, aujourd'hui. Et tu as une boîte de combien de personnes aujourd'hui? toujours 300. 300 personnes, et tu es toujours proche du Toujours, client. Je sais que tu toujours. allais voir tout le temps tes clients, faire des tournées La avec semaine certains de tes prochaine, sales. je suis à Lyon. Ouais. La semaine après, je suis en Pologne. Mhm. Je voyage tous les 10 jours. Ouais. Tous les 10 jours. Mhm. C'est important parce que, premièrement, ça apporte une cohésion au niveau des équipes. Mhm. Euh, on n'est pas dans une tour d'ivoire, même Ouais. si on prend des décisions, même Mhm. si, il faut revenir aux choses de tous les jours. Et les collaborateurs, ils aiment bien de voir les boss revenir Ouais. au même niveau, parler avec vous. Et puis, quand on est sur le terrain, il y a le travail, mais après le travail. Mhm. Il y a le souper du soir. Il y Ouais. a Les moments la off. chat qu'on peut avoir dans la voiture pour faire les 2 heures. Mhm. Et là, l'esprit est différent. Ouais. On n'est plus dans une barrière, ton boss, on est dans Ouais. une voiture, on mange ensemble Vous un êtes- hamburger Mhm. qui est dégueulasse, etc., Mhm. etc. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on parle? On ne parle pas business, on parle autre Mhm. chose que, Ouais. tiens, tu as des enfants, ils font ceci, et tu aimes le sport, comme ceci, etc. Mhm. Et donc, on est en train d'enlever un petit peu cette carapace Mhm. de personnes. Et moi, je trouve que c'est même important, indispensable. Et le deuxième élément, il n'y a rien à faire, la source d'énergie que l'on a. On apprend énormément, Mhm. énormément. Les clients vous racontent plein de trucs qui viennent du concurrent, donc vous apprenez beaucoup. Mhm. Et puis on observe. Moi, je dis toujours, regardez, écoutez, ça coûte zéro. Ouais. Zéro. Zéro, zéro. Il ne faut pas investir. Il Mhm. faut juste regarder dans les autres métiers, dans les autres Mhm. industries, Ouais. ce qu'ils font, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents ou des gens Ouais. qui ont commencé certaines choses beaucoup plus tôt, et tout est devant nous. Il faut juste se dire, OK, est-ce que ça peut servir? Est-ce que ça pourrait Mhm. être apporter un sourire, une satisfaction, quelque Mhm. chose qui manque et qui pourrait faire la Ouais. différence? C'est toujours la même Mhm. chose, quoi. Ouais. Donc aller sur le terrain, moi j'adore aller en ville et de me promener dans les rues. Je regarde, je vois un petit peu, pas seulement sur le merchandising, surtout, ça peut être Surtout, sur ouais. les produits, sur les systèmes. Non, il Mhm. y a toujours, Ouais. toujours d'énormes learning, travailler sur des pays qui ne semblent pas être le nôtre, parce qu'ils le voient différemment. Alors on dit: «Ah tiens, c'est bizarre». Moi, Mhm. je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait mon premier voyage. J'étais en Inde, là, donc il y a pas rien du tout, donc Ouais, là, et je suis c'était... arrivé à un moment donné dans une pièce, il y avait ma ponte. Et là, j'ai vu, Ouais. l'Inde était au milieu. Ah ouais, mais là, la perspective du monde, Je dis: rien «Mais à qu'est-ce que voir. c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'on m'a appris là? Je Ouais, comprends pas ouais. là». Tu Et là, vois? tu vois la vraie taille de l'Europe. Et là, tu te prends une Ah claque ouais, pas là, tu te dis, on possible, n'est rien. parce que ta valeur, c'est Ouais, sûr, nous, on est l'Europe est les kings, hein. là, On est les les rois du États-Unis monde. à Ouais. gauche, l'Asie à droite et on n'en parle plus, quoi, Mhm. hein. Ouais. Et là, tout d'un coup, clac! Donc Mm. voilà, il faut se bouger, il faut regarder, il faut écouter et là, on se trouve dans un bain, un écosystème qui est avec plein de frictions, mais les frictions deviennent des opportunités. C'est ça qu'il faut Ouais, voir. non, ce que tu dis, ça me fait penser, allez, nous, quand on bosse pour des clients, on va analyser, tu vois, tu fais des benchmarks, tu regardes un peu le marché, mais ce qu'on adore faire, c'est ce que tu disais, c'est voir des adjacent industries. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, c'est de regarder ce que fait d'autres industries
parce que des fois, tu te dis, ils ont une approche complètement différente et on va s'en inspirer. Par exemple, si j'avais dû travailler pour la FIFA, pour l'arbitrage, bah, tu te dis, ils arbitrent comment dans les autres sports? On va regarder. Là, au rugby, tu vois, ils ont des micros. Tu entends ce que dit le gars au micro. Ah, c'est intéressant. Ah, ils utilisent la caméra. Tu vois, et tu commences à regarder dans tous les sports, au baseball, comment ils font, tu vois. Et là, tu vas puiser en disant, oh, c'est super intéressant. Si on mettait ça dans le football, le nombre d'années que ça a pris au football pour avoir la VAR, pour commencer à entendre ce qu'ils expliquent, tu vois, et ça change toute la dynamique du jeu. Ça change même l'expérience en tant que spectateur. Et je trouve ça toujours très inspirant d'aller voir ce que fait d'autres industries et de ne pas forcément réinventer la roue, parce que juste d'amener quelque chose d'une autre industrie dans ton business, c'est déjà une révolution parfois. Et il ne faut pas... C'est clair. Donc, C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais non, mais si tu peux le en faire. tant que responsable et des personnes ayant des responsabilités, il faut avoir cette ouverture au monde euh, et retirer. Et toujours, pour moi, le fil conducteur, toujours le même. Je vais toujours me dire, même si quelque chose de très technique, hein, et c'est le back-end, c'est pas le front-end du tout, c'est le back-end. Même dans le back-end, je me dis, est-ce que cette amélioration-là, ce nouveau process, est-ce qu'il pourra apporter une satisfaction complémentaire, supplémentaire au niveau du consommateur? Est-ce qu'il m'aide à construire ce que je suis en train de construire? Et ça facilite alors beaucoup plus la prise de décision. Et alors après, il faut la mutualiser, hein, l'esprit collégial de pouvoir montrer qu'il y a un lien par rapport aux bénéfices du consommateur. Tu as expliqué un peu le background. Maintenant, Stanley Stella, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les ambitions? On a terminé un plan en 5 ans qu'on a réalisé. Donc, on avait fixé en 5 ans un triplement du chiffre d'affaires, ce que nous avons fait, toujours avec une bonne rentabilité. On a un EBITDA qui tourne autour de 15-17% chaque année, du moins en moyenne. Donc, on a reconstruit maintenant un nouveau plan qui est toujours très ambitieux, puisque là, on estime qu'on peut plus que doubler le chiffre d'affaires. Donc, on arrive tout doucement à s'approcher au demi-milliard. Ça commence à prendre des proportions assez... Tu commences à avoir une vraie boîte, félicitations. Hein, tu deviens sérieux, je suis fier de toi. Voilà. Voilà. Donc, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Exact. Donc, la première des choses, c'est évidemment de créer le groupe de travail, parallèlement à la définition de la stratégie. Donc, le futur, dans les 5 ans, je l'ai fait, j'ai dit, on arrête tout, on met tout à la poubelle, on recommence tout. Et donc, je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que le consommateur va vouloir? Comment va-t-il, le how, comment doit-il être servi? Qu'est-ce qui va lui donner ce fameux sourire et ce sens de la responsabilité? Et puis derrière, après, on met les moyens. Le channel, etc., le produit. Et donc, on a construit, et là, on a pas mal de choses à développer. Et ces différentes choses peuvent être autant dans la logistique que dans le commercial, que dans le marketing, que dans la finance. Et puis, il faut mettre tout ça en application. Et il faut que cette application fonctionne bien. Et donc, pour faire ça, il faut une équipe. Et nous, on passe un palier donc, qui nous dit, voilà, il y a des personnes qu'on a embauchées et qui fonctionnaient super bien, qui maintenant, voilà, ils plafonnent, ils n'ont plus envie d'évoluer. Donc, ce sont des personnes sur lesquelles on essaie de trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, on dit désolé, voilà, on a fait un super parcours ensemble. C'est clair qu'arrêter avec des collaborateurs, ce n'est pas toujours facile, mais il faut leur expliquer et surtout voir, non pas la fin. C'est pas un échec, c'est un palier. Voilà. C'est un chapitre de ta vie. Un chapitre de ta vie. Et moi aussi, c'est le cas. Je n'ai jamais eu de boss. Maintenant, je m'entoure de personnes qui ont travaillé dans des boîtes avec des organisations et tout. Et moi, je dis, oh les gars, moi, je ne connais pas. Expliquez-moi le truc. Parce qu'il faut faire une organisation comme ceci, comme ça. Ok, donc je suis dans certains cas dans un instinct de survie parce que je dois vite apprendre, vite comprendre, parce que les dossiers arrivent et il faut prendre les décisions. Donc, on a redéfini un plan avec des développements assez importants. On a 3 axes principaux. On a les produits, on a les clients et on a les régions. Dans les régions, on a un gros challenge chez les États-Unis. Si on fait notre travail correctement, le centre de gravité va changer. Donc, on va faire plus de chiffre d'affaires aux États-Unis
même si on estime qu'on a encore une capacité d'un double digit au niveau de l'Europe. Ouais. Donc c'est déjà un axe très 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 fort. Arriver à réussir aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont essayé et ils n'y sont pas parvenus. Ouais. Et en plus, parvenir avec une taille comme on l'espère le réaliser, ce serait vraiment un très très bon accomplissement. Toujours au niveau des régions, moins important, mais je dirais très gratifiant pour le collaborateur. Bon, en plus qu'on s'est installé à Los Angeles, Ouais. c'est sympa C'est quoi, pas, il y comme a pire, endroit, hein. Il y a voilà, pire, ouais. très très bien. Mais on est en train de toquer à la porte au Japon et en Australie, et on pense cette année-ci démarrer au moins avec l'Australie et le Japon un peu plus tard. Donc là, c'est intéressant. Est-ce que ça va nous apporter un énorme chiffre d'affaires? Certainement pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de learning à prendre, particulièrement au niveau du Japon en tant que tel. Et ça reste une entreprise qui est globale. Et c'est une attractivité. Une Bah, ça veut dire que entreprise tu qui peux est... bouger en interne, j'imagine. Tu donnes des opportunités aux tout à gens de dire, fait, bah, tout à fait, tout à fait, des opportunités d'apprentissage et surtout aussi l'image qu'on dégage par rapport à ça. Une entreprise qui se trouve sur l'ensemble des continents attire quand même des collaborateurs intéressants. Donc ça, c'est la dimension, je dirais, région. La dimension produit, il n'y a pas trop de limites, en ce sens qu'on a une chance d'avoir créé ce que j'appelle un beau diamant qu'on doit encore façonner, qui est une entreprise qui est basée sur une marque avec une notoriété, une image forte, claire et différenciante. Donc les opportunités de développement sont importantes. Voilà, ça peut être dans le athleisure qu'on est en train de développer. On est en train de développer une collection pour plus le corporate, toujours sur la marque Stan et Stella. Donc là, je dirais que les potentialités sont énormes. Et au niveau des profils de customers, c'est clair qu'on en a, et il y en a beaucoup. Hein, je pense par exemple sur le marché du corporate, marché de la musique, merchandising. Enfin, donc c'est tout le challenge de se dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Donc je vais au Japon vendre du sweat pour le corporate, et je vais en Australie vendre du t-shirt pour lifestyle, musique, merchandising. Donc ça paraît simple, mais c'est assez compliqué. Bien sûr, parce que tu parles pas aux mêmes personnes, les mêmes intérêts. On peut se Tu fourvoyer peux te perdre, hein. aussi rapidement. Ouais. Mais ça démontre que le potentiel est énorme, mais il faut bien le faire. Et donc pour ça, quand on arrive à des dimensions, on a que des employés. Donc on s'est défini un métier simple, hein, je l'ai toujours dit. Qu'est-ce que l'on fait? On crée une collection, on crée une marque et on crée un réseau. Voilà. Et globalement, on est une marque. Tous les autres stakeholders, depuis le champ de coton, depuis le fermier, en passant par les manufactureurs, spinners, logisticiens, transporteurs, décorateurs, vendeurs, on ne le fait pas. Et on s'est construit une grande équipe avec très peu d'acteurs. Mon hypothèse de départ était de dire la value chain est très très importante, hein, le champ de coton, très très important, mais le consommateur, on est dans B2B, hein, il y a encore une étape supplémentaire, le consommateur qui porte le produit, c'est beaucoup de choses, dans beaucoup de pays différents, avec différents profils de clients, sur différents profils de customers. On peut vraiment très rapidement se planter. Tu peux te perdre très vite. On a travaillé sur un réseau très très limité, très peu de fournisseurs. Tout est transparent chez nous. Tu ouvres le catalogue, tu vas sur le site, on a le nom des fournisseurs, le nombre d'heures qu'ils pressent, etc., etc. Donc tous les acteurs sont bien présents. Et notre valeur de rencontre, elle est faite sur les hommes. J'ai envie de travailler avec toi, ou j'ai pas envie de travailler avec toi. Et surtout que ces personnes ont une fierté de travailler et aussi un objectif commun. Et l'objectif commun pour tout le monde, que ce soit le fermier, comme le logisticien, le transporteur, c'est d'apporter de la plaisir, de la satisfaction au niveau des clients et un sens des responsabilités. Et c'est ça qui nous réunit. Donc les développements sont importants et on doit faire des choix. Voilà. En définitive, on fait des choix, sinon on fait un peu de tout et un peu de tout, pas grand-chose. Non, c'est ça. Donc les challenges sont importants. Et un élément sur lequel je me rends même plus compte, et je dois faire attention, c'est qu'il y a des personnes qui partent. Ça peut être un repos d'accouchement, et qui reviennent après un certain nombre de mois. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça a changé? Incroyable.
ou des personnes qui avaient donné leur démission, qui sont parties et qui reviennent. Puis je dis, mais c'est plus la même boîte, c'est incroyable. C'est phénoménal, quoi. Et en très très peu de temps. Donc c'est bien, mais il faut faire attention. Ouais, faut faire gaffe, parce qu'il faut reprendre le train après, hein, au retour. Moi-même, quand je viens de voir, tu vois, une fois par an, on se fait un café chez toi, là, je vois l'évolution. Moi, je me rappelle Arsenal. Je sais qu'avant Arsenal, la première rencontre qu'on avait eue, t'étais à, je sais plus, la rue, là, pas loin d'Arsenal. C'était dans la petite chaussée, là, le petit bureau, tout vitré à la cave, on s'était vu, du bâtiment. Puis moi, je t'avais vu Arsenal. Puis là, maintenant, Delta. J'imagine quelqu'un qui... Tu vois l'évolution. Plus maintenant, tous les bureaux. On a ouvert un bureau en Angleterre, on a un bureau à Los Angeles, on ouvre un bureau à Francfort en Allemagne. Donc tout ça, il faut gérer. C'est aussi ce qu'on appelle la glocalisation, donc avoir une entreprise globale, mais axée sur un développement local. Nous pensons qu'on fera la différence Je vous donne l'exemple très simple. Lorsqu'on a ouvert l'Angleterre, Birmingham, j'ai fait un court speech devant les collaborateurs et les invités, et je dis, écoutez, j'ai un seul rêve. Le seul, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez dire, je connais bien cette année-là. Je connais très très bien, c'est une marque anglaise. Et alors on va dire, non, c'est pas anglais. Si, je suis sûr, c'est anglais. Et ça, pour moi, c'est l'objectif final. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à apporter un produit, un service global, mais qu'on comprend comment on fait du business en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis et encore. Hein, on voit bien la petite Belgique avec le nord, le centre, Bruxelles n'a toujours pas de gouvernement, etc. Donc tout est très différent. Hein. On parle d'un pull, qu'on parle d'un hoodie, qu'on parle un pullover. Enfin, pour le même produit, on a différents noms. Qu'est-ce qui a raison, qui a tort? Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais si on s'exprime avec le mauvais nom, ça ne passe pas. Donc c'est très important pour nous d'avoir un développement et toujours garder les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est d'avoir la satisfaction. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, allez en clientèle. Nos clients sont gentils. Moi, des fois, je dois me battre pour payer un restaurant. C'est impossible. C'est impossible de payer un restaurant. Je vais en clientèle. Même, il y en a certains qui me payent l'hôtel. Je dis, non, il faut arrêter maintenant. Quand même. Stop. Oui, mais quand on viendra, vous allez me payer. Oui, ok, d'accord, mais enfin, bon. Il se paye tes vacances. Du coup, quand je choisis la bouteille de vin, je suis là en train de pas taper trop fort parce que j'ai très bien, je ne vais pas pouvoir payer. Après, parce que... le retour va faire mal. Voilà, c'est ça. Donc et c'est chouette parce que la reconnaissance d'un collaborateur, elle est du patron, de ses managers, mais en plus, si elle vient d'un client qui leur dit, mais attendez, c'est vous qui vous occupez de la décoration, oh, c'est génial, vous faites un super job, là. C'est extraordinaire, quoi. C'est une des plus grandes satisfactions que vous puissiez avoir. C'est vraiment le consommateur que vous n'avez jamais vu et qui vous dit ça. Et le jour où vous l'avez au téléphone par après, il ne va plus parler de la même façon. C'est plus le même discours parce qu'on s'est rencontrés, on s'est gardé, on a échangé un peu et tout a changé dans la relation. C'est fantastique. Donc et ça donne du sens. Ça donne du sens dans ce que l'on fait. C'est pourquoi tu fais. On gagne de l'argent, on doit grandir, c'est une évidence même, on ne grandit pas, c'est difficile, on perd de l'argent, ça ne tient pas longtemps. Est-ce que c'est, oui mais vous êtes une entreprise qui grandit, qui gagne de l'argent et qu'est-ce que vous faites? On peut nous le dire. Hein. On fabrique en Bangladesh, en Inde, en Chine, oui mais c'est pour payer moins cher, etc. Non, derrière, on a des valeurs importantes, on travaille avec des personnes, et on valorise, quel que soit le métier, les différentes personnes. Et derrière, si on est respectueux de ces différentes personnes et qu'on essaie dans le mieux possible d'être égal ou mieux à ce que l'on devrait faire, je parle ici par exemple au niveau des pays d'Asie, le living wage, etc., ben, c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de sens. Sur le point du Bangladesh, c'est un point clé parce que les gens font des raccourcis, comme tu le dis. Les gens, dès que tu dis Bangladesh, ils disent ah non, stop. Et moi, je me rappelle la personne qui faisait le sourcing à l'époque. J'avais eu une longue discussion avec lui pour dire parce qu'il était sur place, il allait. Et pour ceux qui ne savent pas, Stanley Stella met toujours des équipes sur place dans les usines pour voir ce qui se passe. Et je me rappelle, ce sourceur m'expliquait au Bangladesh, tu peux avoir le pire comme le meilleur au monde.
Déjà, ça, il faut savoir. Tu peux avoir les pires usines comme les meilleures usines au monde où tu ne trouveras rien d'égal. Même ici au Portugal, où on dit toujours « Ah, le Portugal, c'est en Europe, etc. » Autre point, il me disait « Mais attends, le coton, il pousse où ?» Il faut être du bon sens. C'est cool de dire « Je fais tout au Portugal, mais si ton coton vient de l'autre bout du monde, et le coton ne pousse pas au Portugal. » Tu vois, il me disait « Il y a du bon sens et une logique de travailler au Bangladesh, etc. Parce que tout est sur place ou tout est pas loin. Et donc, tu travailles tout ça. » Et il m'avait vraiment ouvert les yeux en disant « Mais allez, Bangladesh, déjà, tu as une main-d'œuvre incroyable. Les gens ont un talent fou. Et aussi, tout ce qui était mis en place chez Stanley Stella, tu dois te battre avec la politique là-bas. Parce que tu peux pas dire « Ah, on va payer 30% tout le monde plus cher. » Et ça se fait pas comme ça. Tu déséquilibres un pays, parce qu'à ce moment-là, travailler dans une usine où il y a du Stanley Stella devient le meilleur job du pays. Donc tu dois travailler avec... et je sais que tout ce travail qui avait été fait avec toutes les équipes, vous travailliez avec la politique en place là-bas, vous travaillez avec vraiment le pays pour faire évoluer ce qu'on peut faire évoluer. Et vous trouviez des... Je sais que vous aviez mis... Allez, dis-moi si je dis des conneries, mais je sais que vous aviez mis en place des aides pour les femmes dans les usines, et vous aviez mis plein d'actions non-stop. Je crois que et les gens ne se rendent pas compte. Pourtant, il faut pouvoir se regarder en face. Ouais, c'est ça. Nous, on a une très grande transparence, tout est communiqué. Traqué. De toute façon, tu peux plus. Et on n'est pas parfait, il y a des choses qu'on doit encore améliorer, on le dira. Voilà, c'est comme ça. Mais notre objectif est de toujours nous améliorer et d'arriver dans un écosystème de respect des personnes, de la valorisation des personnes. Que ça se retrouve sur le salaire comme une dimension, mais c'est aussi, je vous dis les bonjour, avantages en nature, et puis je vous dis bonjour, et d'égal à égal, voilà, je ne suis pas votre supérieur, ou je ne suis pas si, non, on a besoin de vous, on forme une grande équipe, et chaque personne est importante pour le succès. Ce fait que nous ne sommes pas tout à fait l'avant-centre, puisque l'avant-centre, ce sont nos professionnels qui décorent et qui vendent. Nous sommes encore un intermédiaire. On fait un métier, on n'en fait que ça. On ne fait pas le reste. On pourrait dire, bah, tiens, je vais investir dans la logistique, je vais investir dans la décoration. Nous ne faisons pas. C'est une décision que nous avons prise dès le départ et que nous conservons. Mais par contre, nous cherchons différentes personnes, disant, bah, tiens, est-ce que tu as envie de faire partie du club, on a un projet, on veut faire ceci, et je cherchais des métiers. Je voudrais bien le métier de la logistique, le métier du transporteur, le métier de la décoration. Est-ce que ça t'intéresse de venir un peu dans cette équipe et de travailler ensemble, et on va se stimuler pour être le meilleur là-dessus. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses. On a fait des pas de géants en Asie, et cette année-ci, on en a un qui est particulièrement réjouissant. Donc, il faut savoir qu'on a encore des collaborateurs ouvriers dans les usines qui ne sont pas payés à ce qu'ils appellent le living wage. Living wage, c'est une norme qui n'a pas été fixée par nous, qui dit, ben voilà, c'est le minimum vital pour vivre décemment. Qu'est-ce que ça veut dire décemment? C'est même pas le minimum du SMIC ici, qu'on soit bien d'accord. Okay. Il y a encore pour l'instant des ouvriers, des employés qui n'ont pas ce niveau. Et là, nous avons une entreprise qui, en finalité, a décidé, par vent et marée, de pouvoir arriver à pouvoir rémunérer. Et nous sommes dans ce programme. Ça va être chaud boulette, hein, je prends un exemple. Nous ne voulons jamais être dépendants d'une usine. Donc, globalement, ça se représente, on ne va jamais dépasser le tiers de l'ensemble de leurs ventes. Donc, quand on vient travailler, quand on dit, ben voilà, ok, on va donner le living wage à tous ces ouvriers, mais ces ouvriers travaillent pour d'autres usines, pour d'autres marques. Donc, il faut qu'on ait un accord avec les autres marques. Pas aussi simple que ça. Non, parce que les autres marques vont dire, attends. Ensuite, moi, je me rappelle, on a fait des activités où on donnait de la nourriture, meilleur marché, etc. On a eu des pressions en dehors d'usines, de toutes les petits shops, parce que tout ça vit, c'est un écosystème qui vit ensemble, en disant, mais attends, moi je vends mon riz à tel prix et vous le vendez meilleur marché. Donc ils étaient en train de dire, mais arrêtez. Stop, quoi. Donc c'est pas aussi simple, cristal clear comme ça. Et tu viens avec ton regard d'occidentaux en disant, attends, moi je vais vous aider. Voilà. Ce que nous savons, c'est que ça fait partie de notre devoir, notre responsabilité, de ne pas rester statu quo, et on arrivera un jour à arriver, que ce soit sur l'empreinte carbone, que ce soit sur les considérations très pratiques, conditions de travail, sécurité de travail, heures supplémentaires, salaire, etc. Selon nous, ça fait partie de notre responsabilité, et je pense que les collaborateurs sont
très au fait que l'on puisse toujours avoir un vecteur positif là-dessus. Et si on n'y arrive pas, ils nous rappelleront à l'ordre en disant non, non, la promesse c'est de le faire, faites-le maintenant. Exact. Et là, cette année-ci, on a une énorme opportunité qui se présente devant nous et qu'on est en train de mettre en place. Donc, en espérant que ça va faire des petits jeunes. Je leur ai dit il y a quelques années en disant écoutez, je vais vous dire une chose. Quoi que vous allez faire, quoi que vous allez dire, un jour vous y arriverez. Vous allez payer au-dessus même du living wage. Ouais. Vous allez avoir des meilleures conditions. Donc moi, je vous dis une chose, soyez leader ici, soyez les pionniers. Vous allez voir, une fois que vous allez le faire, vous allez vendre toujours vos produits. Mais vous allez être fiers, vous allez dire, regarde mon entreprise, comment ils j'ai réagissent ci, j'ai là. quand tu dis ça? Quand tu leur expliques tout ça, comment ils réagissent? Pas ils y croient ou... Sur pas Jean, calme-toi. assez On va... convaincant, mais ils viennent toujours avec leur truc. Quand on demande à un collaborateur, tu peux le faire différemment, il va dire oui, mais c'est normal. Bien sûr. Donc il faut planter les petites graines, les petits cailloux. Et leur montrer que c'est possible. Mais évidemment, et puis, ils vont dire, et on va y arriver. Ouais. Je suis arrivé en leur disant, écoutez, on va faire très simple. La différence, c'est ça, je prends tout en charge. Même ça, c'était un bloquant. Bien sûr, ouais. Parce que oui, mais attends, tu vas payer plus, et qu'est-ce que je vais dire avec l'autre usine? Et puis après, la fédération qui va dire qu'on ne va pas être compétitif. Donc, ce n'est pas aussi simple. Je rappelle à nos chers concitoyens que nos enfants ont travaillé dans la mine ici. Hein. Bien sûr. On est en prison maintenant pour ça. Ouais. Donner une fessée à un enfant, je ne veux pas dire qu'on est en prison, mais... Tu fais ça en public, ça peut... La petite fessée qu'on donnait de mon temps, etc. Maintenant, essayer de le faire, le voisin va dire, écoutez, ils sont en train de se bagarrer. Julien, il s'est pris quelques fessées ou pas? Oui, il s'est pris quelques fessées. Je m'en excuse encore. Pour ceux qui ne savent pas, Julien est le fils de Jean. Je serais incapable de faire ça pour l'instant. Donc, on ne va pas se réjouir des choses qu'on ne faisait pas bien pour se trouver bien maintenant. J'en ai pris aussi, moi. Mais il y a une capability. On ne progresse jamais comme ça. Non, clairement. Et des fois, on descend, puis on remonte. C'est pour ça que je parle toujours d'un championnat du monde. Oui, si tu dois regarder au niveau macro. Voilà. Et c'est là que tu vois la vraie croissance. Voilà, c'est ça. C'est clair. Et que de temps en temps, il faut dire, oh, on regarde, on a fait ça, ah ouais, on a fait ça. Et pour un entrepreneur qui est toujours à vouloir plus, un gestionnaire va le faire, mais il va dire, oui, mais attends, je dis les collaborateurs, il faut trouver la bonne mesure. Donc, que toi qui es beaucoup plus un entrepreneur, ben, tes objectifs sont toujours un peu surévalués. Exact. Et puis après, tu regardes derrière, tu dis, mais attends, mais t'as vu où on était, maintenant où on est, c'est quand même un bond en avant. Oui, j'ai peut-être pas fait cet objectif-là, mais j'ai quand même fait un bond en avant. J'aime rappeler, moi, toujours, parce que il y a un effet vicieux, tu vois, tu communiques tes victoires, tu vois, juste avant de rentrer, tu me dis, ah, j'ai vu tes news, entrepreneur inspirant, machin, et en fait, ça crée vite une fausse bulle spéculative autour de toi, de comment tu avances. Des fois, je vois des potes de livre, je dis, putain, ça explose, Nemesis, etc. Puis je suis là en mode, putain, je me tape, allez, moi, c'est le Truman Show, ma vie, en mode négatif. J'ai l'impression de ramasser toutes les merdes qui existent, et quand tu parles avec d'autres entrepreneurs, je suis sûr, si on commence à se dire, raconte-moi maintenant toutes les merdes qui t'arrivent en un an, Jean, tu me tiens 2 heures. Tu me tiens 2 heures. Mais à un moment donné, souvent, on retient que les achievements, les victoires, etc., parce que tu dois tenir, et c'est ça que tu cherches. Mais des fois, il y a cette vision de dire, j'aime bien rappeler, de dire la version bêta de Nemesis, c'était Yael et moi, au chômage, Actiris, il y a un statut chez Job Yourself de chômeur entrepreneur. Et donc, je facturais via une coopérative. Ça, c'était la V0. Nemesis était né avec ça. Comme toi, tu as V0. C'était Jean qui va voir tous les cotes et qui dit « Vas-y, oui, t'inquiète. Oui, ce t-shirt-là, j'en ai plein et tout. » Et après, tu allais, je sais pas, au Matongé, trouver dans des friperies des t-shirts basiques et tu vendais ça. Tu vois ? Et ça, les gens ont tendance à oublier. Et quand tu fais ce... C'est pas facile, enfin je vais pas dire que c'est facile pour les personnes, mais on voit le succès et puis on gagne beaucoup d'argent, il a facile, non, on a oublié tout ce qui est derrière, mais c'est comme ça, c'est humain, je veux dire, ils ne peuvent pas toujours être même nous, dans on se fait avoir, même nous on se fait sûr. avoir, et c'est pour ça que j'aime bien, moi maintenant je commence à prendre de plus en plus du recul. Tu dois être fier de ce que tu fais, il faut être fier de ce que tu fais, je veux dire. Et surtout c'est le long game en fait. Continuons d'apprendre, continuons à transmettre, c'est très important ces 2 éléments-là. Et après, tu te regardes, tu dis qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Ben, j'ai
je me suis inspiré, j'ai appris, je me suis amélioré, j'ai fait des nouvelles choses. Et en plus, j'ai donné des espoirs à d'autres personnes. Et ils ont progressé, ils ont changé, ils ont évolué. C'est génial, quoi. Et derrière, oui, effectivement, quand on a un peu de succès, on a un peu d'argent. Et puis, on peut se permettre de s'acheter des belles voitures, par exemple, ou d'autres choses. Mais l'aspect matériel est, pour moi, un second plan. J'en suis ravi et je ne veux pas cracher dedans. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais ce n'est pas jamais ma motivation. Je ne suis pas drivé pour gagner de l'argent. On est content d'en gagner. On doit en gagner. C'est une évidence. Moi, j'aime bien dire que c'est de l'air pour ta boîte. Le cash, c'est l'air. Si tu n'as pas de cash, tu ne sais plus rien faire. Tu es dans un cercle vicieux, tu dois dégager des gens, tu commences à te remettre sur toi-même et tu deviens paralysé. Et tant que tu as du cash, tu sais faire tout ce qui est possible, tous les moves que tu veux. Et non, les gens ont tendance à oublier ça. C'est comme ça. Et moi, je ne serai jamais personnellement une personne publique ou un grand sportif très connu ou un grand chercheur, parce que derrière, je vais lire le journal. Et là, je peux te dire qu'il y en a qui ont des carrières absolument fantastiques, mais ils doivent être blindés. Parce que tous les jours, ils ne sont pas bons. Et alors, on les rentre dedans. Ah ouais, clairement. Et si on prend tout en première instance, ça prend une claque. Donc, quand moi, je vois un peu tous ces personnes, ces hommes politiques, ces chefs d'entreprise, ces joueurs qui voyagent, moi, je vois bien, -9, +6, et puis il faut être bon. Puis des fois, ils n'en touchent pas une. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est, ces gars-là? Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ont été manger un truc là-bas, et puis ils ont été à un décalage de 9 heures, puis 6 heures, et puis ils ont fait une mauvaise nuit, et puis voilà. Donc, il ne faut pas juger la personne toujours sur un moment présent, mais il faut sur la durée. C'est ce que tu disais avec Nadal, quand tu reprends tout le... Allez, les gagnants sont que les plus grands perdants, toujours. Et moi, je le vois, c'est pour augmenter mon chiffre d'affaires, un chiffre qui est très marquant, c'est qu'est-ce qu'on a perdu comme deal. Et là, tu te dis merde. Allez, tu vois, rien que l'année passée, plus de 3 millions perdus de discussions. Et tu réfléchis, tu dis, moi, c'est des deals qui vont de 50 à 150 000. Tu dis, mais combien de fois j'ai fait la danse, tu vois, de charmer un potentiel client, 3 millions à la poubelle de temps. Mais si tu n'as pas ces 3 millions, tu n'as pas le reste derrière, tu vois. Et, on sort toujours un tableau de bord, plusieurs tableaux de bord, mais un, c'est les gagnants et les perdants, et tu mets les 20 ou les 30 plus, ceux qui ont gagné plus, ceux qui ont perdu. Et là, tu dis, oh là, je suis content, mais là, je ne suis pas content. Il ne faut pas toujours tirer des conclusions en disant, voilà, c'est pour différentes raisons personnelles de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, il peut y avoir des changements. Donc, une règle est simple, jamais se relâcher, toujours aller de l'avant, toujours créer de la valeur ajoutée, toujours, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver de façon ou d'une autre. Il y a une phrase qui résonne beaucoup ces derniers mois, c'est ma leçon du moment, tu vois, que je me répète non-stop, c'est le succès est dans les tâches que tu évites. Parce que pour moi, c'est comment je peux résumer l'année passée pour Nemesis. C'est les tâches que tu évites, tu vois, les trucs qui te font chier, prendre ton téléphone, commencer à faire du call. Je sais qu'on parle encore de Julien, il en a fait, il sait ce que c'est. Non mais, tu vois, et souvent, quand tu parles avec d'autres entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs, souvent tu leur dis, mais attends, combien d'appels tu fais par jour à des potentiels prospects? Ah, j'en fais pas. T'es là, oui, c'est sûr. Tu vois, et moi, ça me rend fou, et avec mes associés, on pète des cases sur nous-mêmes, on s'insulte nous-mêmes en disant, qu'est-ce qu'on est des connards, parce que quand tu vois que je prends le téléphone et que j'arrive à avoir le CEO d'Exki au téléphone et que le mec décroche et que tu peux parler 30 minutes avec lui, et même, certes, on arrive trop tard parce qu'ils ont déjà engagé leur rebranding, machin, etc. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fous? Tu vois, si tous les jours, tu prends juste, tu dis, sur les 250 jours ouvrables, parce que tu ne vas pas appeler le week-end non plus, parce que je pourrais appeler le week-end, mais si tu appelles ne serait-ce que 10 personnes par jour, 10 coups de fil, tu tentes 10 coups de fil. C'est énorme. Mais sur 250, énorme. Tu vois, et que tu te dis, sur les 250 x 10, 2005, et que j'ai 10% de réussite, tu vois, c'est énorme. Tu te dis 250 deals. C'est clair. Moi, je dis toujours, on n'est pas connu. J'ai pas la même boîte. On pense qu'on est connu, mais on n'est pas connu. Ouais, non. On ne pense pas à nous. Pourquoi est-ce que les différentes marques, je prends toujours un peu l'exemple, Coca-Cola fait toujours de la pub?
Je dis, mais tout le monde Coca-Cola. Top Non. of mind, top of À un moment mind. donné, il top ne of mind. pense plus. Ah, j'ai vu ça. Ah oui, je vais boire du Coca. Voilà, Ouais. c'est tout. Ouais. Donc, il faut toujours entretenir et toujours chercher, Toujours et taper toujours sur se le faire clou. connaître Ouais. et se mettre dans la lumière. Mhm. Et c'est une partie du succès. Après, il faut avoir un bon produit, un bon service et des bons collaborateurs. Ouais, Et... à un moment donné, tu te remets aussi en question. Ouais, Si tu c'est as un ça. ratio qui est extrêmement Oui. négatif, Voilà. tu te dis, mais malgré ça, si tu as cette rigueur de parler justement aux clients et que tu te prends que des portes, à un moment donné, tu te dis, attends, il y a un truc qui marche pas. Et tu pivotes. Et il y a bien un moment un client qui va être beaucoup plus expansif qu'un autre et dit, écoute, moi, je veux pas t'acheter ton t-shirt pour Mais telle oui, c'est sûr. raison. Et là, tu te dis, ah, ok. Donc là, mon produit est pas bon, je suis à côté. Ouais, Donc, tout à fait. mais quand tu vois que tu as des excellents ratios, dans le cas de Stan Lester, je me rappelle très bien l'effet, tu pitchais ta vision, ou le sales pitchait la vision, et puis à un moment donné, c'était bon, allez, hop, on dépose le t-shirt sur la table, et là tu te tais, tu laisses, et le toucher, Voilà. c'était fini. Je me rappelle, c'était fini. Voir, toucher, porter. Ouais, exact. On augmente de 0, on passe 0 à 50%. Il Ouais. reste encore 50% pour Ouais, avoir la commande, exact. mais on a déjà avancé de 50%. C'est propre à Ouais. notre industrie, donc Exact. qui n'est Ouais. peut-être pas le même dans Tu sais, les je autres. crois que j'avais bossé 3 ans pour toi, et le vrai déclic que j'ai eu, où là je me suis dit, en fait, on est en train de défoncer l'industrie, c'était les salons. Et je crois que je te l'avais dit, j'avais dit, il faudrait que tous les employés passent dans un salon, parce Ah que oui. là, tu te rends compte, mais je ne sais pas aujourd'hui, hein, peut-être que ça a évolué, mais le niveau intersidéral qu'il y a entre Stan Lester et les autres compétiteurs. Parce que c'est une industrie qui est très merchandising, c'est de la merde, quoi. Et c'était ton point de départ, de dire on va faire des vêtements que les gens vont garder, vont porter et utiliser, tu vois. Les derniers stands qu'on a fait ici, donc c'est à Los Angeles et Las Vegas, je prends les collaborateurs et j'y viens. On va faire un tour. Ouais. Et non, même pas. J'avance et j'avance de 50 mètres. Et puis je dis stop, retourne-toi. Qu'est-ce que tu vois? Et alors il voit le stand. Bon, c'est des stands assez chers qu'on fait, hein, puisque la notion d'excellence qui est dans une innovation. Je ne veux pas donner le prix parce que... non, tu veux. Et en définitive... Après, ton stand, tu le... Enfin, soit. Ouais. Ils me disent, il y a ça, regarde, qu'est-ce que tu vois? Tu vois de la lumière. Regarde les autres à côté, tu ne vois pas la lumière. Comme si un ange descendait sur le stand. Ouais. Regarde, la simplicité, la puissance de la lumière qui fait la différence. C'est génial quand même. Ouais, clairement. On réfléchit, on se dit on va faire un machin, un truc à bazar. Ici, tout simplement parce qu'on avait fait de la lumière très forte qui se voyait de très loin et qui irradiait tout autour et les autres étaient un peu dans l'ombre. Extraordinaire. Moi, c'était la grosse claque. Où là, je me suis dit, tu fais le tour des stands et tu te dis, mais que ce soit le produit, que ce soit même la présentation. Honnêtement, j'avais l'impression, et je te l'avais dit, j'ai l'impression de bosser pour Apple dans l'industrie du textile parce qu'on était... Et la réflexion était beaucoup plus loin, beaucoup plus dans l'expérience, beaucoup plus... On avait réfléchi, on avait travaillé avec les sales à l'époque pour les stands, on avait dit combien vous êtes de sales pour mettre le client à l'aise, il y avait des coins, tu vois, tout avait été réfléchi en mode expérience. Et ce qui n'était pas du tout le cas, parce que là, eux, ils foutaient une tringle, un mur de couleurs, le logo, et je comprends, hein, tu vois, le salon n'est pas... C'est du transactionnel. Et si tu vas dans les industries, si tu fais des salons dans la tech ou des trucs comme ça, là, il y a tellement de cash aussi, qu'ils investissent tellement, et aussi les ratios, tu ne vends pas un t-shirt à 15 €, tu vois, donc la marge est énorme, c'est un autre game. Mais là, tu voyais que dans une industrie qui était toujours tirée par le prix, parce que c'est une industrie historiquement tirée par le prix, rapport qualité-prix très rationnel, pas trop d'émotionnel, bah là, tu as Stan Lester qui arrive avec une vision émotionnelle de dire, bah non, tu vas acheter un produit que tu aimes avant tout, et après, le prix n'est que secondaire, et tu vas voir que ça va marcher. Et là, tu vois, Stan Lester, la lumière, comme un ange qui arrive sur place. Comme un ange. Nous ne sommes pas des anges, attention. Non, bah non, tu restes très business, je le sais, et il faut, et c'est bien. Donc voilà, écoute, on va rester là-dessus, je ne sais pas de combien de temps on a duré, mais en tout cas, merci d'être venu, Jean. Tu devrais faire plus souvent l'exercice, je pense, de communiquer, partager. Je sais que tu le fais beaucoup en one-one, mais tu devrais faire cet exercice plus souvent de podcast ou quoi, parce que tu le fais bien, je trouve. Allez, je sais pas si tu as pris du plaisir. Il faut apporter de l'énergie, hein, c'est ça. Ouais, il faut le temps. Il faut être inspirant, et ça permet aux gens de dire, allez, je vais y aller, parce que des fois, ils sont... Beaucoup de personnes ont donné la démission chez nous, un peu comme toi, parce qu'ils ont créé leur propre job. Hein. On était porteurs d'une... Ah oui, mais ils le font, ils prennent des risques, je vais le faire. Ils étaient bloqués à un stade et ils l'ont passé. Bien sûr. Moi, ça m'a mis le kick. C'est ça que je te disais, quand moi j'ai lancé Nemesis, c'était un mélange d'une force, je peux le faire. Tu vois, il y a un mix d'ego. Moi, c'était vraiment, il y avait un mix d'ego en mode, je peux le faire.
moi, c'était très lié à l'industrie des agents. Je me disais, il y a moyen de faire un truc différent. Je voyais le trou et je me disais, je peux le faire. Et c'est là où tu te dis, allez, c'est qui ce petit connard qui vient de nulle part dire, je peux faire mieux que des personnes qui sont là depuis 30 ans dans leur industrie, qui sont à leur top de leur game. Et pourtant, tu as une folie de dire, vas-y, je fonce, je le fais. Puis bon, après, c'est chouette, tu apprends tous les jours. Et je pense que ça, c'est le dénominateur commun de tous les entrepreneurs, ou en tout cas de beaucoup d'entrepreneurs, c'est vouloir apprendre tous les jours. Parce que tu t'emmerdes jamais, en fait. Ton boulot... Moi, mon rôle a évolué en 5 ans comme jamais, et il continue. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, merci à toi. Je t'enverrai la bobine. Ça va alors. Allez, cap final. Donc, voilà. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Je ne sais pas, écoute. On a commencé à 3... Je crois qu'on a commencé relativement à l'heure. Hein. Tu étais un peu en avance. 16h30. Donc, voilà.